Salut à tous, vous écoutez l'épisode 16 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Adrien. Salut Mathieu, ça va ? Ouais, Impeccable. c'est cool, aujourd'hui on parle de travail, de choses, d'écriture et tout ça. On parle d'une étape qui est parfois redoutée parmi les scénaristes, c'est la réécriture. Voilà. Parlons de réécriture. Écrire, c'est réécrire. Mais avant cela, on va remercier nos tipeurs du mois. Comme d'habitude, notamment Aude et son don très généreux. Merci Aude. Merci, Aude d'ailleurs, qui nous dit « Je viens de découvrir votre podcast grâce à Nathalie Lenoir, que je suis. J'adore le ton adopté, moment très agréable. Merci et longue vie à votre émission. » Merci Aude, tu es génial. Ouais, on remercie également Quentin Lebègue, Sarah Beaulieu, Isoura, Arié et François, Sauvan, qu'on vous invite à suivre sur YouTube. Sa chaîne s'appelle Sauvan et les internets, c'est très drôle. Et enfin Benjamin, Daniel et Marianne. Et si comme eux, vous voulez nous soutenir financièrement, même avec 1 euro, un petit euro, eh bien suivez le lien Tipeee qui est dans la description du podcast. Un grand merci également aux personnes qui nous ont laissé un commentaire sur iTunes, c'est très gentil. Si ce n'est pas encore fait, allez-y. Ça s'appelle iTunes Apple Podcast. Vous pouvez laisser des petites étoiles avec un commentaire. 5 étoiles. Et ça nous aide beaucoup à être visible. Ça permet que le podcast se répande dans tout l'Internet. Surtout dans les classements d'iTunes. Voilà. On remonte dans les classements, ça nous rend plus visible, ça aide le podcast à se développer. Merci beaucoup. Et sinon, retrouvez Laura en fin de ce podcast pour la première partie d'une chronique en 3 épisodes sur ses premiers pas dans l'univers des scénaristes. Tintin, teasing. Alors ce mois-ci, nous recevons Nathalie Lenoir, qui est scénariste, réalisatrice et à l'œuvre sur le site Scénario Buzz. Salut Nathalie. Bonjour. De retour parmi nous. Encore, ouais. On reçoit aussi Théo Courtial, qui est scénariste. Salut Théo. Salut. Pas trop dur ce matin ? Non, ça va. Parce que les gens, je pense, connaissent tes habitudes maintenant. Non, maintenant je travaille la journée. Ah mince. Ouais, Tu vas décevoir des gens, je crois. En ce moment, mais je vais pas continuer. C'est pas vivable. Ouais, c'est pas bien. On reçoit aussi Mathieu Gompel, qui est scénariste. Salut Mathieu. Salut. Il va y avoir battle de Mathieu. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Faites gaffe. Eh bien, on fait un petit tour de table un petit peu comme d'habitude pour savoir sur quoi vous bossez en ce moment. Nathalie, sur quoi tu bosses en ce moment ? Alors, sur quoi je bosse ? J'ai écrit un long métrage qui rentre en production. Celui dont tu nous avais déjà parlé la dernière Celui dont fois. je vous ai déjà parlé l'autre fois, donc que j'ai écrit pour Mustang Productions. Pour ceux qui écoutent les épisodes dans Pour leur ceux, voilà, en fait, C'est on fait un petit test pour voir qui a suivi la dernière fois. J'en ai un autre qui est toujours en développement aussi une série d'animation. Wow. Et comme j'ai déjà absolument pas de temps, je me suis dit que c'était le moment idéal pour attaquer l'écriture d'un nouveau roman. Bah oui, c'est parfait. Voilà. Donc, Du coup, tu ne prends pas de vacances ? Ah ben non, mais ça c'est En plus, il fait les chaud vacances, et c'est tout. le mal. Je déteste les vacances, donc voilà ce qui est à l'œuvre en ce moment. Eh bien, bravo, chapeau. Théo, à toi, Ouais. dis-nous tout. Que fais-tu de tes journées ? En ce moment, je travaille sur 3 longs métrages Ah ouais, ok. en développement. Pourquoi un qu'on peut en faire 3 finalement ? Bien sûr. Moi, quand on me demande, je dis. Est-ce oui, que c'est les 3 mêmes que la dernière fois ? C'est sûrement, ouais. Il y en a 3. La dernière fois, c'était 4, mais il y en a un qui s'est arrêté. Ah, Heureusement. tu veux dire fin de clap ? Ouais, le réalisateur a décidé d'arrêter à ce moment-là. Mais c'était pas plus mal parce qu'on allait nulle part, donc c'était le mieux pour le projet, je pense. Et les 3 autres, ça avance bien. Ouais, vous voulez quoi ? Des Est-ce que tu peux nous dire peut-être les genres les types de films Une comédie dramatique, c'est pour le premier film de Benjamin Parent, qui avait déjà fait un court-métrage qui était nommé au César, qui s'appelle Ce n'est pas un film de cow-boy. Là, on en est au dialogue, c'est sympa. C'est vraiment bien. Une comédie autour du cancer, qui est une adaptation de BD, où je travaille avec Judith Godino, Ah, super. que vous connaissez. Et le dernier, c'est une comédie un peu plus populaire, où je travaille avec Laurent Tirard dessus en ce moment. Voilà. T'as de bonnes raisons de te lever tôt le matin, du coup. C'est bien. Ouais. Super. Et toi, Mathieu G ? Alors, Sur quoi travailles-tu ? Moi, différents formats, du long métrage, de la série digitale, de la série web. Ça existe, ça ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le même type de diffuseur, quoi. Une réécriture de court métrage et pas mal d'attentes sur des projets pour voir si on passe à l'étape suivante et attente de retour pour justement aborder la réécriture. Ben voilà, super transition vers notre sujet. La quoi, t'as dit ? La réécriture. Eh ben oui, parce que écrire, c'est réécrire, c'est le sujet de notre podcast de ce mois. Exactement. Alors on est sûr qu'autour de cette table, vous êtes tous d'accord avec ça. Un texte, ça doit être parfait du premier coup. Sinon, ça veut dire que vous êtes mauvais. Bah évidemment. Bah oui. Tu crois qu'on nous paye pourquoi ? C'est dans vos contrats, non ? Une V1, Ouais. point. C'est tout. Exactement. Même une V0. Je te donne juste l'idée. Démerde-toi. Non, mais je pense qu'il y a un vrai blocage au niveau, quand on est auteur aspirant,
et notamment à lire beaucoup de livres de méthodologie, à la fois Lavandier ou Truby, ou voilà, c'est de vouloir tout de suite cocher les cases, répondre à tout. Et c'est quelque chose en fait qui bloque totalement. Il faut accepter d'être imparfait, mais au moins d'aller au bout du geste et savoir que c'est même pas une V1, c'est justement une V0 qu'on pourra améliorer jusqu'à la présentation au producteur. On crée la matière avant de pouvoir réécrire quelque chose. Ouais, je pense que c'est très dangereux de vouloir cocher les cases tout de suite, parce que sinon après ça fait une écriture programmatique et du coup on voit le truc arriver à 20 000 quoi, en tant que lecteur. Ce que tu dis, c'est que quand on écrit, on peut être tenté de réécrire à la volée. C'est-à-dire, on est sur une scène, on va la réécrire plutôt que de passer à la suite avant d'avoir une V0 qu'on peut retravailler ensuite. Après, ça dépend. Je pense que personne n'écrit un dialogué tout de suite. Il a tout d'abord quand même une proposition. Enfin, il cherche à élaborer une proposition, savoir à peu près comment les idées vont s'agencer. Peut-être il va jusqu'à un traitement, après un séquencier. Et donc, forcément, quand il écrit la scène dialoguée, il sait sur quoi ça va déboucher. Mais justement, il peut se perdre. Et je pense qu'il faut pouvoir se perdre pour... après, avoir des points où on revient, des points pivots quoi, du scénario. Mais si on cherche à être parfait tout de suite, c'est dangereux, je pense. Vous plus soyez ? Ah mais complètement. Oui. Alors, il est de tradition d'entamer nos discussions avec une question façon bac philo. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous réécrire ? Et surtout, à partir de quand ça commence ? Nathalie, t'as une petite idée, l'inspiration quand arrive. tu veux. Hein. Vous avez vu la petite ampoule là, qui s'éclaire au-dessus de ma tête. Moi, je trouve que c'est à la fois la plus belle étape et la pire, selon les expériences, selon avec qui et pour qui on réécrit. C'est vrai que, comme disait Mathieu, de toute façon, en matière de scénario, ça ne me viendrait pas l'idée d'écrire à brûle pour point, quoi. C'est vraiment tout un processus de recherche, de concept, c'est vrai que je passe toujours par l'étape du squelette, du séquencier. Et tu remplis plein de petits cahiers. Oui, c'est vrai que ça commence toujours à l'écrit, à la mano. Et c'est vrai aussi que cette fameuse V1, en fait, n'en est pas vraiment une. Comme disait Mathieu aussi, c'est vrai que ça ne me viendrait pas l'idée de faire lire, de toute façon, une vraie V1. Je vais la réécrire de toute façon pour moi, de toute façon, un certain nombre de fois avant de la rendre. Est-ce que tu réécris des squelettes, par exemple ? Non, non. Par contre, le squelette, ça peut prendre le temps que ça prend, mais justement, c'est vraiment l'ossature du récit, de même que le séquencier, quand il fonctionne. Enfin, voilà, je sais le moment, pour le coup, où ça fonctionne et où je peux attaquer le scénario. L'étape qui est réécrite en premier peut varier en fonction de comment tu sens l'étape et que tu... C'est ça, je réécris beaucoup le séquencier déjà dans un premier temps. Donc la réécriture commence au séquencier. Ah, complètement. Et je dirais même dans le détail. En revanche, si j'ai bien fait mon boulot à cette étape, l'écriture des différentes versions du scénario va très vite. C'est à ça que je sais si j'ai bien bossé en fait au départ ou pas. C'était une V1 fluide. C'est bon, c'est bien bossé. Oui, tout à fait. Même si, évidemment, elle sera réécrite, c'est évident. Mais en tout cas, en termes de rythme, en termes de narration, c'est là... Enfin, en général, on voit... Et quand ça ne va pas à ce stade-là, c'est que souvent, il faut reprendre à l'étape du séquencier. Donc, tu préconises une bonne préparation sur le squelette, sur le c'est vraiment, sur le séquencier. C'est vraiment indispensable. C'est vrai qu'on est dans un métier où on nous demande de produire des histoires, d'avoir toujours des sujets sous le coude, de proposer. Le risque, c'est justement de les proposer peut-être un peu trop tôt, quand ils ne sont pas très élaborés dans notre tête. Et effectivement, quand on les vend, pour le coup, il faut aller très vite. Et ça pue, quoi. C'est pas forcément une bonne chose de vendre trop vite un sujet. Je pense que ça a vraiment besoin de beaucoup infuser en amont. Toi, Théo, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je suis assez d'accord avec Nathalie. Moi, j'ai un peu la même méthode de travail. Donc, je commence par la conduite et puis le squelette. Et après, le séquencier et le dialogué. Je suis d'accord que la première réécriture, elle vient au séquencier, quoi. La conduite, de toute façon, une fois qu'elle est posée... C'est que tout le monde est d'accord dessus. En tout cas, tous les co-auteurs sont d'accord avec l'enchaînement des choses. Donc, on a toute l'histoire du film. Et au séquencier, c'est là où on se rend compte s'il y a un problème de rythme ou s'il y a des choses qui sont trop longues ou qui servent à rien. Et c'est là où se passe la première réécriture, pour moi.
Pour vous, est-ce qu'on réécrit déjà de soi-même ou on attend d'avoir des retours ? Non, alors il y a deux Mathieu. choses en fait dans la réécriture, en effet, parce que malheureusement, heureusement, je sais pas mal de projets sur lesquels je suis ont souvent un moment où on part sur une idée, tout le monde est d'accord et tout ça, et finalement il va avoir un retour soit de diffuseur, soit de problématiques comment dirais-je, enfin le projet peut pas se monter tel qu'il est, et à ce moment-là en fait on va un peu changer de point de vue sur le récit, parce qu'on arrive au bout d'un cycle et il faut regarder le projet peut-être de manière différente. Et alors là, c'est plus du réagencement, c'est-à-dire trouver un nouveau rythme, une nouvelle chose comme ça, c'est carrément un nouveau point de vue, ou même peut-être un nouveau message, un nouveau discours, réinventer un personnage pour... peut-être que justement le récit soit moins didactique, soit moins... Et là, alors là, c'est vraiment de la réécriture. Contrairement à un réagencement où on va retravailler quelques scènes, on va retravailler un passage et des choses comme ça. Et là, ça peut être douloureux. Quand faut tout refaire. Ouais, mais surtout, en fait, généralement, on est hyper content. À chaque fois qu'on finit une version, généralement, on est super content. On va fêter ça par un déjeuner à midi qui va se finir à 18h, un peu, voilà. Et en disant qu'on est des boss et tout ça. Et finalement, il va avoir un son de cloche quelques semaines plus tard. Parce qu'on sait que ça dure pas de toute façon. Selon le temps que met le retour à arriver, en général, on sait si justement on a bien, ça s'est bien passé ou pas. Oui, mais non, c'était pour revenir à cette question philosophique de qu'est-ce que la réécriture. C'est quoi la réécriture ? Il y a différents types de réécriture, forcément. C'est parfois dans la proposition même du film, c'est-à-dire réinventer ce film. Il y a des idées, on garde des idées, on garde l'univers, mais peut-être faut un peu changer, quoi. Peut-être on s'est trompé de point de vue même sur le récit. C'était pas le bon personnage pour. Là, c'est plus pour la réécriture de peaufinage. Là, c'est de la réécriture. Voilà, On repense le projet pour en faire autre chose. Ouais. Enfin, moi, ça m'est arrivé sur pas mal de projets, il faut le dire. Ou tu avais déjà développé beaucoup de choses, ou tu en étais encore à l'étape du squelette, comme disaient Nathalie et Théo ? Non, des choses rédigées une V3. Enfin, il y a le film Les Petits Princes que j'ai coécrit. On a trouvé le film à la V3. C'est-à-dire que il y avait une multitude de points de vue. C'était un film qui était... notre proposition de base était un peu l'idée entre les murs dans un centre de formation. Donc c'est un film choral, c'est ça ? Plus choral. Ouais, voilà. Et en fait, on abordait le récit par une multitude de points de vue avec un passage de relais. Donc, première version, 7 personnages. Ah oui. Ce qu'on retrouve dans le film, en fait, c'est toujours un petit peu les mêmes. Ouais. Par contre, voilà, on avait l'univers, on avait... je dirais 2 tiers, 3 quarts des personnages déjà existants, mais on n'avait pas de point de vue, et surtout on était dans, enfin on n'avait pas de point de vue, si on avait un point de vue, mais on était dans une proposition de cinéma totalement différente. C'était vraiment quelque chose presque documentaire, avec cette idée donc de passage de relais entre les personnages. Et version d'après, on passe à 5 personnages. Et au bout d'un moment, avec les retours de lecture, on comprend qu'il y a un personnage qui ressort. Et là, on réécrit totalement quelque chose de différent sur ce personnage. Mais on sort de l'arène du film et le producteur prend peur. Et finalement, on fait une version qui ramène ce personnage dans l'arène avec tous les personnages autour et tout ça. Et là, on trouve le film à la 3e version. Et on commence à trouver des financements et le film se monte, quoi. C'est une sorte de déclic qui amène une idée qui va changer votre façon de voir le film. Ouais, enfin le déclic, il met du temps à venir. Ouais. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de certaines choses. Alors, je parle d'une expérience, mais il ne faut pas faire forcément le deuil de son idée de base. C'est-à-dire qu'il y a des récits, j'ai écrit un film où ça n'a été que du réagencement de la première version à la dernière version. Parce que le point de vue était bon, en fait, dès le départ. Voilà, on avait le truc, on avait un thème, on avait
On avait plein de choses. Petit rappel juste pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, Les Petits Princes, tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est et quand le projet s'est fait, etc. Alors c'est un projet qui est aujourd'hui, enfin c'est pas un projet, c'est un film. C'est un film. Visible sur Netflix. On mettra le lien. Actuellement, en VOD, DVD, acheter des DVD. Et donc c'est un film réalisé par Vianney Le Basque, produit par Mes Productions, Marc-Étienne Schwartz. Donc en fait c'est l'histoire de JB, 16 ans, apprenti footballeur qui rentre dans un centre de formation et il cache un secret, c'est-à-dire qu'il a une malformation cardiaque qui devrait normalement l'empêcher d'arriver à atteindre son rêve, qui est de devenir footballeur professionnel. Et donc on suit son année dans ce centre de formation où il va se faire des amis, des ennemis et apprendre à grandir, quoi. C'est un récit initiatique. C'est très bien dit, ça donne envie. Oui. Est-ce que vous avez eu, vous aussi, Théo et Nathalie, des expériences un petit peu similaires sur cette histoire de recalibrage, de récit, à un moment donné, Déclic même tardif. un déclic tardif De point de vue. Oui, c'est vrai que quand on travaille avec des cinéastes, ça c'est assez fréquent. Moi, je me rappelle notamment d'un film qui était parti vraiment d'une idée très diffuse de la réalisatrice. Elle avait envie de travailler sur une thématique, un univers, sans vraiment savoir ce qu'elle voulait raconter comme intrigue. Donc c'est vrai on l'a vraiment travaillé je dirais même le développer selon plusieurs genres. C'est-à-dire que la première version était assez documentaire, puisque ça traitait d'un sujet scientifique. Donc, elle avait vraiment une volonté que tout soit vraiment limpide pour le spectateur. Nous-mêmes, on a fait beaucoup de recherches, donc je crois qu'on avait envie de préciser pas mal de trucs. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une dramaturgie un peu plus excitante, je dirais, tout simplement pour aller vers le public. Donc, c'est devenu un thriller. D'accord. Voilà. Mais du coup, je ne vais pas dire qu'on a changé de protagoniste, mais presque. Ça a vraiment été un des films que j'ai le plus réécrit, comme disait Mathieu, en changeant vraiment de proposition, finalement. C'était assez fascinant, d'ailleurs, de voir c'était vraiment de la pâte à modeler, ce film. Et c'était chouette, en fait, comme expérience. Et d'où venait le fait d'avoir envie de réécrire différemment ? De la réalisatrice, vraiment. Et ce qui est normal, hein, quand on écrit pour un cinéaste, on doit se mettre au service de son univers. Donc, c'était aussi, il fallait qu'elle définisse, je pense, en cours de route, elle, son envie de mettre en image, justement. C'était assez génial de l'accompagner dans ce parcours-là. C'est vrai que c'était très riche, en fait, comme expérience en tant qu'auteur. Même si moi, je l'aurais pas forcément, à tort ou à raison, tiré dans les mêmes sphère. C'est vrai que c'était un challenge, c'était en même temps passionnant parce que justement c'est assez excitant d'un seul coup qu'un collaborateur nous tire vers quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Donc il y en a d'autres que j'ai beaucoup réécrits mais avec moins de bonheur et peut-être pour des moins bonnes raisons. Mais c'était c'était vraiment une très belle expérience de réécriture massive. Toi Théo ? Moi, j'ai pas d'expérience aussi avec autant de changements. Le dernier film là, qui s'est arrêté il y a pas longtemps, c'était un peu ça aussi. C'était un réalisateur qui savait pas vraiment ce qu'il voulait raconter, qui avait un sujet et tout ça. Et donc, on essaye des choses et ça marche pas parce que c'est pas ça qu'il veut raconter, c'est autre chose. Mais il sait toujours pas ce que c'est. Il n'a pas réussi à trouver. Mais par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'en V3 tu trouves ton histoire, je pense qu'il y a aussi par les différentes versions d'écriture, il y a un moyen d'évacuer aussi le premier truc que tu avais en tête et une fois que c'est évacué, peut-être tu peux penser à autre chose et repartir de façon plus neuve. De toute façon, la réécriture, soit elle vient des producteurs ou en tout cas des gens qui lisent, soit elle vient de toi-même ou toi avec ton co-auteur. Et ça peut venir aussi bien parce que tu as pris 2 semaines de vacances et que quand tu relis ton truc et tu te dis bah non, on va faire autre chose. Et donc il y a plein de raisons pour réécrire de toute façon. Le truc, après, tu peux te poser la question, est-ce qu'à la fin du projet, est-ce que tu as vraiment fini de réécrire ou est-ce que tu es vraiment parti sur le... Parce qu'à ce moment-là, tu t'es dit ah bah non, on va faire ça plus tôt. Est-ce que tu as eu raison ou ça, on sait jamais. Oui, en fait, il y a un truc par rapport à ce que disait aussi Nathalie, je pense, et par rapport peut-être à l'écriture que tu as avec Benjamin et Laurent Tirard, et je ne connais pas l'autre réalisateur. Ouais. C'est pas c'est une scénariste. D'accord, Judith, ouais. oui. Et
je pense que tout de suite, ils définissent déjà le précaré du récit, et ce que disait Nathalie par rapport à ce projet avec un sujet. Et en fait, c'est l'absence de genre, c'est-à-dire ne pas savoir en fait dans quel registre on s'inscrit. Enfin, vous savez dans quel registre vous vous inscrivez tout de suite. Pas forcément. Pas en tout forcément. cas, le projet avec Benjamin Parent, on part d'une idée, puis on développe des scènes, ce qui nous plaît. Et en fait, on va que vers ce qui nous plaît en termes de scène, en termes de dramaturgie. Puis on se rend compte qu'en fait, il y a vachement de drame à des moments, puis c'est très comédie. Puis des fois, il y a beaucoup de comédie dans du drame. Et ça se balade entre plusieurs genres, mais on fait les scènes qu'on a envie de faire. Et puis pour le moment, on ne se pose pas la question justement du genre. Et ça faisait pas partie des prérequis au début. On s'est dit, on raconte l'histoire de ce garçon-là, puis on a suivi le truc et on a fait comme ça. C'était vachement agréable d'ailleurs de faire comme ça. Mais je pense que le cinéma français, par rapport au cinéma anglo-saxon ou même asiatique, enfin voilà, parfois c'est juste un film avec un regard d'auteur et pas spécialement qui rentre pas spécialement dans des cases. C'est-à-dire que par exemple Les Petits Princes, c'est à la fois un récit initiatique, c'est un film de sport, c'est un teen movie, mais dire que c'est un teen movie quand tu l'écris, c'est juste hors de question, quoi. C'est pas American Pie, quoi. Non, mais même t'as pas envie. En fait, c'est une comédie dramatique. Et il y a certains moments obligés qui sont les films de sport avec le dépassement de soi et tout ça. Mais quand tu l'écris, tu veux pas en entendre parler. Enfin, quand le réalisateur l'écrit, ne veut pas en entendre parler non plus. Et pourtant, si on a cette honnêteté vis-à-vis du genre, peut-être j'ai l'impression que je suis en train de dériver totalement. C'est l'idée, c'est un podcast. Pas du tout de réécriture, là. C'est marrant, je pensais renommer le podcast en ton nom, du coup, parce que tu prends le show d'assaut. C'est marrant parce qu'on a eu exactement les mêmes discussions, à savoir que je pense que Vianney et Benjamin ont un peu des thématiques similaires. Et donc on écrit un film sur l'adolescence et on est passé par parler du teen movie et tout ça. Après nous on l'a vachement accepté. On s'est dit de toute façon et on a joué avec et passage obligé, mais ça nous plaisait aussi de faire ça parce qu'on. Du coup ils boivent de l'alcool et ils font la teuf. Bah ouais, t'as une soirée. Ah non, ils font pas ça. Ah, il est assez jeune le personnage, non? Il a 16 ans. 16 ans, oui. Donc il boit de l'alcool. Alors la réécriture, ça vient souvent de retours que l'on reçoit sur un texte. On va tous s'accorder là-dessus. Quelle est votre attitude par rapport au retour que vous recevez sur vos textes? Est-ce qu'il y a une attitude à avoir? Est-ce qu'il faut, il faut se préparer? La première attitude à avoir, déjà, c'est l'écoute, parce qu'on en a cruellement besoin. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément pertinents, mais en attendant... Comment tu gères alors? Comment tu tries ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent? Je dirais que comment tu les écoutes, les retours? Dans l'exercice professionnel, déjà, on n'a pas le choix, on est bien obligé d'en tenir compte. Par exemple, quand ça vient, que ça vienne... je sais pas, d'un réalisateur pour lequel on écrit ou d'un producteur qui est sur le projet, de toute façon, on va bien être obligé de les prendre en compte. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se braquer en se disant, voilà, c'est quelque chose qu'on nous impose. Parce que de toute façon, j'ai remarqué pour écrire aussi des choses vraiment seules et réécrire seul, du roman par exemple, que le retour est vraiment précieux. On a besoin aussi d'aller, on écrit quand on parle a fortiori d'œuvres audiovisuel ou cinématographique, on écrit pour un public. Même si le désir part de l'histoire part de nous-mêmes, il faut bien qu'elle soit reçue. Et ça, on peut le savoir qu'en confrontant ce texte au regard d'autrui. Voilà. Après, le gérer, il faut laisser un peu... il faut laisser son ego dans un tiroir, dans un premier temps. Je pense qu'il faut aussi voir... l'idéal, c'est d'avoir beaucoup de retours pour pouvoir voir s'il y a effectivement des tendances. Si certains se recoupent, je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment à prendre très, très en compte. Est-ce qu'il faut varier les types de retours, les proches, les producteurs Les proches, c'est très dangereux. Je sais que c'est très dangereux, le retour des proches. Ceux qui suivent Nathalie savent que c'est dangereux, le retour des proches. Je dirais que le retour des proches, c'est chouette à la fin. C'est-à-dire quand on en est à chercher finalement à tester ce que pourrait être la réaction d'un public. Mais dans un premier temps... plus l'interlocuteur est professionnel, mieux c'est pour avoir un retour construit, efficace, utile. Et objectif. Même si c'est dur d'être objectif. Voilà, mais... de toute façon, c'est difficile d'être objectif, je pense. C'est pas grave pour autant. C'est vrai qu'un film, c'est une œuvre collaborative. Donc effectivement, tout le monde, tous les acteurs de la chaîne, si j'ose dire, se projettent aussi dans l'histoire.
y apporte un regard qui peut être intéressant a priori. Après, il faut savoir effectivement faire le tri, il faut savoir parfois défendre son idée initiale face à certains retours qui sont stupides, hein, parce qu'on en reçoit aussi, c'est compliqué, notamment en télé. Après, la marge de manœuvre n'est pas forcément la même en télé qu'au cinéma. Mais en tout cas, c'est à la base, en tout cas, je pense qu'il faut prendre ça comme quelque chose de précieux. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout? Ah si, ouais, c'est très important les retours. Les retours de n'importe qui extérieur, des producteurs surtout, ou les producteurs qui font lire à des lecteurs. C'est un moment que tu redoutes, Ça, le retour. Je suis toujours angoissé avant, mais je vais peut-être adopter la technique de Mathieu qui est dès que t'as rendu, aller boire des coups et pas attendre, parce que moi j'avais tendance à attendre le retour. Moi, je suivais le mouvement. Hein. C'est pas moi qui ai initié. Dans un podcast, on parlait de ça, de célébrer. On parlait de ça, célébrer. Moi, j'attends les moments retours. Une fois que t'as eu le rendez-vous et qu'on te dit c'est vachement bien, là tu vas boire des coups. Quand on t'a dit c'est pas vachement bien, t'as pas bu de coups tu et peux pas t'as souvent, tenté, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on te dit c'est pas bien, du coup t'as pas bu de coups jamais. Donc c'est vraiment nul. Alors comment tu gères, Théo? Est-ce que tu catégorises aussi les j'écoute. retours? Non, j'écoute. Il y a des trucs en fait. Il y a toujours dans les retours des trucs intéressants, en tout cas de voir le point de vue de quelqu'un d'autre sur l'histoire, s'il n'a pas compris certaines choses que tu voulais raconter, tu peux les expliquer et voir si vraiment tu l'as mal écrit ou alors en fait c'est pas intéressant. Mais après c'est sûr qu'il y a des remarques des fois qui sont très vagues et pas quoi en faire. ouais, c'est d'accord, mais je sais pas quoi écrire du coup. Il y a des trucs plus ou moins précis après. Là, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un producteur qui nous dit juste un truc à la fin, mais ça ne changera pas grand-chose à votre structure, je pense. Et il nous dit le truc à enlever. Et si, en fait, la fin, ça change toute la fin, tout le troisième acte. Mais bon, on va trouver. On dit ça. On dit, on va trouver, on va faire autrement. Après, comme moi, je travaille beaucoup sur des commandes et que ce n'est pas mes projets à la base, j'ai un certain détachement vis-à-vis des retours et... c'est plus facile, c'est de la commande. Donc on me dit, ah non, ça va pas pour ça. Bon, je trouve une solution, puis on fait autre chose. Voilà. Après, c'est plus les retours que j'appréhende peut-être le plus, c'est les retours des réalisateurs avec qui je travaille. Ouais. Je pense que là, parce que tu travailles pour lui, il a envie de raconter quelque chose, tu dois l'aider à ça. Si tu le fais pas bien, là, c'est plus problématique, je trouve. Après, les retours des producteurs, non, je les crée un peu moins. D'accord. Toi, Mathieu? C'est-à-dire que sur les projets, généralement, je suis en coécriture. Donc, finalement, ma réaction et aussi la réaction de mon co-auteur, c'est-à-dire, en fait, je regarde mon co-auteur aussi pendant qu'on reçoit ses retours. Parce que généralement, c'est sur un rendez-vous. Parfois, c'est par mail. Bon, parfois, on défend un peu son beefsteak, ce qu'on a fait, en disant que c'est totalement génial, qu'il a rien compris, blabla. Et finalement, en fait, avec un peu de temps et de digestion et de conversation, de discussion avec le co-auteur, des grandes lignes se dessinent et des objectifs de réécriture apparaissent. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut aussi... si on répond à toutes les remarques d'une personne, ou de 2, 3, 4 personnes différentes, et qu'on cherche à remplir, à faire toutes ces modifications, sans point de vue, sans regard sur le projet, ça va devenir un bougli-boulga, je sais pas comment on dit. Boulga. Gloubi-boulga. D'accord. Voilà. Mais par exemple, moi, je sais que j'avais un projet que j'ai... de court-métrage que j'avais écrit, mais genre à la dernière ligne droite, il y avait plein de fautes d'orthographe et tout ça. Je l'avais envoyé à l'espace kiosque Sierra, ouais. Et donc finalement, j'avais été invité et tout ça, à mes frais bien sûr, mais j'avais été invité. Et je rencontre des producteurs, dont un producteur qui me dit ouais c'est génial, blablabla, ça peut m'intéresser, mais il faudrait changer ci, ça et ça. Moi je fais ok, pas de problème, je change tout. Hein. Et en allant dans son sens, mais sans point de vue, sans savoir j'avais perdu en fait ce qui faisait l'âme du projet quoi. Tu veux dire qu'il y a une certaine analyse à avoir sur les retours? Oui, prendre du recul. Est-ce que c'est bon pour le projet ou pas? Ouais, voilà. Mais bon, on n'est jamais dans la vérité. Hein. La vérité est ailleurs. C'est-à-dire que, non, mais bon, par exemple, il y a des trucs sur lesquels on ne va pas lâcher pendant 2, 3, 4 versions. Et bon, au bout d'un moment, finalement, on dit, bon, allez, ok. Et tac, ça marche. Oui, il faut essayer, en fait. Oui, oui. C'est l'avantage d'avoir des versions différentes, c'est d'essayer quelque chose, peut-être revenir après
la version initiale qui marchait peut-être mieux. Mais je pense que ça dépend, effectivement, on parlait de commandes, ça dépend beaucoup si c'est un projet personnel ou une commande, Oui. justement, parce que, effectivement, l'attachement n'est pas le même. Si c'est vraiment un projet, par exemple, qu'on réalise, on va être, moi, en ce qui me concerne, je vais être beaucoup moins souple, c'est normal, puisque au final, il faut arriver à un film que j'ai envie de tourner. C'est pas du tout pareil que d'écrire une commande ou pour un autre cinéaste ou sur une série, par exemple, où il y a tout un cahier des charges. C'est très différent. On y met la même implication, mais pas le même affect. Et on n'a pas effectivement, quand on est sur une commande, on a proposé des choses, mais on n'a pas imposé quoi que ce soit. Alors, question purement pratique. Une fois que vous avez vos retours et que vous êtes prêt à réécrire, vous avez une méthode particulière, une to-do list, un document sous les yeux Nous, on fait, par exemple, on fonctionne par to-do list. Ça nous arrivait de fonctionner par to-do list. Ouais. Ou alors, par exemple, on travaille beaucoup sur Google Doc. Google Doc, voilà. Et on peut faire des commentaires Voilà. ou des suggestions, etc. Donc on se sert beaucoup de ce genre d'outils. Mais on a discuté avant des trucs conséquents. Enfin, s'il y avait des gros trucs conséquents, on discutait avant. Vous, comment vous faites parce que il y a une masse quand même conséquente. Nathalie, je suis sûr que tu as ton petit carnet spécial retour. Alors, figure-toi que non. Alors, figure-toi que là, c'est le gros bordel, en fait. Je note, effectivement, je note toutes les remarques qu'on fait. Souvent c'est au téléphone. En plus, là, sur le film que je suis en train de terminer, c'était au téléphone, donc c'est complètement dégueulasse. Je note ça à l'arrache, et après, je me retrouve avec un paquet de notes infâmes, illisibles, et que j'étale autour de moi, et que, effectivement, je chiffonne au fur et à mesure que c'est fait. Mais après, ça dépend aussi de l'ampleur de la réécriture, si c'est des ajustements ou si c'est vraiment revoir toute une structure, auquel cas, comme je vous disais tout à l'heure, moi je refais un séquencier. Mais par contre, non, c'est un peu anarchique, T'as ta méthode. étrangement, voilà, mais ça fonctionne bien comme ça. Mais après, ça dépend si j'écris seul ou pas. C'est vrai que maintenant, j'ai tendance à écrire de plus en plus seul. Donc, Si quelqu'un d'autre doit lire tes notes bordéliques, ça va il changer la façon dont tu les fais. il se suicide. Hein. C'est pour ça que tu écris seul C'est, maintenant. voilà, en fait, plus personne ne le fait Ils sont avec moi. tous morts. Ils sont tous morts. Non, mais c'est juste parce que j'ai la chance, là, depuis quelques années, de travailler sur des projets que j'initie et dans des conditions finalement assez chouettes, tout simplement, c'est pour ça. Mais quand on écrit à deux, ça passe beaucoup par le dialogue avant, je pense, de s'attaquer au papier ou au clavier. Donc, prise de notes sur une feuille, Mes prises de un notes, peu à l'arrache, effectivement, et après ouais. tu coches, enfin voilà, tu Je vérifies point par relis, point. ça dépend effectivement de l'ampleur, mais en général, je relis et même quand c'est des petits ajustements sur une scène, j'ai tendance à tout relire et à repasser un coup de polish sur le tout, parce que un scénario, c'est assez organique finalement. Chaque scène, quand on a bien fait notre boulot, chaque scène est articulée avec celle d'avant, celle d'après. Donc, comme tu disais tout à l'heure, quand on nous demande de faire un petit changement de rien du tout, en général, ça peut tout foutre par terre. Est-ce que du coup tu réécris chronologiquement ou tu te dis tiens Oui, ça si, c'est un petit point facile, je vais le faire tout de suite comme ça c'est fait. Non, j'aime bien faire les choses chronologiquement, sauf si c'est à la limite un dialogue ou alors vraiment des réécritures de fin de. Oui, s'il y a un mot mal écrit. Voilà, mais j'aime bien quand même essayer d'avoir l'ensemble en tête, même en bidouillant du détail. D'accord. Est-ce que même si tu travailles seul, tu parles des fois des collègues, des confrères, sur un peu ces retours pour avoir leur avis, ou tu essayes quand même de rester Non, avec toi-même le plus possible? ça dépend. Enfin, quand j'écris un roman, par exemple, les retours ils vont venir très très tard. Là, j'ai eu la chance sur le film que je viens de terminer, qu'on m'offre les services d'une super script doctor entre deux versions en fin de compte. Donc ça a été génial parce que justement elle a un regard hyper précis, donc ça m'a permis vraiment de ciseler finalement, de couper des petites choses, de vraiment aller dans le moindre détail et en même temps son regard était très rassurant justement. Donc en fait ça s'est fait très vite. Là une fois de plus, plus le retour est qualitatif, plus c'est simple. Ouais. Ça m'est arrivé aussi qu'on me fasse des retours, mais vraiment, comment dire Lapidaire? Non, pas forcément lapidaire, mais Vague. mais arty, quoi. Arty, oui. Fais-le un peu plus bleu. Et là, c'est des grands moments de solitude où effectivement on s'essouffle à proposer des choses et des choses. Et effectivement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si la personne en face n'a pas, pour le coup, un vrai regard, une vraie envie sur le projet, ça peut être assez horrible et épuisant. Toi, Théo,
pratiquement, comment tu Tu fonctionnes? prends des notes mentales. Ah non, moi, je prends des vraies notes. J'ai un cahier super conquérant et tout. Ah, c'est toi le cahier alors? Ouais, moi j'ai un grand cahier. Mes cahiers, Super conquérant. mes quoi. cahiers qui me restent du lycée même. Le truc du lycée, encore ouais, c'est cela. ça. Ouais, mais c'est les... Et tu barres avec une règle une fois que... Non, j'en ai un là en plus. Je hein, connais c'est, quelqu'un qui fait ça, que vous connaissez. Non, j'écris plein de notes. Puis quand... nous, Ah, tu on est... participes à ce podcast. Oui. Donc Pardon, les Théo. initiales sont Y. Peut-être. Ah, j'ai rencontré aussi. Avec sa règle et son stylo qui barre les notes. Il écoute du hip-hop. Oui. Il m'avait impressionné d'ailleurs par son organisation. Du coup, ça m'étonne pas du tout là. On va lui Vas-y, faire une Théo, pardon. réputation. Oui, après, comme on est deux, on reparle on parle des remarques et puis on prend des décisions. Mais c'est vrai que ça dépend des remarques si c'est sur la structure. Là, la dernière grosse réécriture que j'ai faite, c'était pas du tout à cause d'un producteur, c'était avec Benjamin où on était pas loin de la fin de la V1 à dialoguer et puis il y a eu une grosse remise en question sur tout ce qu'on faisait. Du coup, on est reparti de la conduite, donc des fiches sur le mur, pour refaire une structure, pour ensuite refaire une descente sur toute la V1 dialoguée, prendre des notes pour chaque scène, retirer les scènes qui allaient plus, rajouter les scènes en notes, et après refaire une réécriture à partir de ça ensemble. Donc maintenant, on travaille dans le même bureau, on écrit en même temps, mais pas la même chose. Donc votre méthode, elle est beaucoup sur les fiches. Tu t'en sers de C'est ça? toujours- Tu sers ça toujours pour la écrire? base, ouais. Moi, je les garde, même une fois qu'on a fini les fiches et qu'on a écrit le séquencier. Je garde la pile dans l'ordre parce que je sais que, là, en tout cas, les 2 derniers films sur lesquels je travaillais, elles sont retournées au mur à un moment donné. Donc ça revient toujours repartir là-dessus pour ensuite, ça va beaucoup plus vite que de t'attaquer directement au document énorme qui est le dialogué. Et tu te noies très vite, en fait. Ça, c'est plus simple, tu as 90 fiches, c'est plus visible tout de suite, quoi. Donc voilà. Toi, Mathieu, quelle est ta technique? Est-ce que tu as une méthode? Comment tu... Ça Voilà. dépend de la personne avec qui je travaille. Vraiment, je pense que soit c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir le clavier, d'écrire. C'est vraiment chaque projet a son propre mode de fonctionnement, sa propre méthodologie. Parce que tu travailles avec différentes personnes, c'est pour ça ou... Oui, Ouais, c'est ça, c'est lié à ça, en fait. c'est- Tu t'adaptes voilà. à ton co-auteur. Ouais, Ouais. ou c'est lui Ou qui s'adapte à moi, mais après, ce qui est sûr, c'est une sorte de to-do list. Mais ça dépend de la nature du retour, parce que il y a des retours où finalement, vu que c'est un retour, mais qui est un peu un retour de surface, qui n'est pas un retour sur une base vraiment profonde du projet, bah, on réécrit, enfin on réagence, on réécrit. Et on a encore un truc comme ça, avant qu'on se pose la vraie question qui va faire que là, ça y est, quoi. Le projet est là. Et non, je bosse avec un gars sur pas Google Doc, c'est le truc sur Yosemite, ou je sais plus... Pages. Pages. en partage. Il y en a où je bosse via des échanges de mails et hop. Après, c'est aussi... il y a des réécritures qui prennent des semaines et des semaines, et des réécritures qui prennent des mois, et même peut-être des réécritures qui prennent des années et des années. On va parler un peu du temps aussi. Ouais. Ouais. Mais alors la question que j'ai à te poser, ou à vous poser, c'est vraiment une écriture quand on te fait un retour en surface. Nous, ça nous est déjà arrivé, par exemple, on a ce genre de retour et on se dit, ok, il va falloir enlever ça, ça, ça. Enfin, on interprète à peu près ce qu'il veut dire, et du coup, on arrive à des solutions concrètes. Et ça permet ensuite de faire une to-do list en disant, il faudra changer ça, 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 et on devrait arriver à peu près à gommer ce que. C'est un puzzle. Un puzzle. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que Oui. Ouais. Après c'est la question de l'affinage. Enfin, c'est-à-dire si on change un personnage, sa nature, et que finalement ça intervient sur certaines scènes, et on se dit, bah c'est parfait, comme ça bouge pas, le château de cartes il tient. Mais en fait, c'est pas vrai, le château de cartes il tient pas, parce que forcément ça fout tout en l'air, quoi. Donc il faut, et pour que ça soit, comme disait Nathalie, organique, il faut remettre les choses en question. Après, moi, par exemple, non, c'est bon. T'es inspiré là-dessus? Tu veux dire un truc? Non. Je suis sûr que c'est intéressant. En fait, il y a sur un projet, on était, la personne, le producteur et le diffuseur étaient très emballés. Le producteur, au bout d'un moment, on arrive à une version où le producteur est satisfait. Et en fait, on se rend compte que le diffuseur attendait un ton totalement différent.
qu'en fait, on s'était pas compris sur le ton, on s'était pas compris sur la proposition. La et tout surprise de dernière minute. ça. Ouais, voilà. Alors que tu as eu des retours de développement qui étaient super encourageants, et à un moment, tu te dis, mais putain, c'est génial. Enfin, voilà, quoi, on y est, quoi. Et là, ah non, mais non, c'est vraiment pas ça, Et quoi. là, on est sur un problème qui aurait pu être identifié bien plus tôt. Et c'est ça qui Oui. est un peu rageant. Oui, forcément. Et après, tu te trouves aussi avec un auteur qui a un co-auteur qui, alors qu'on te demande une demi-page, des choses assez simples, a besoin de développer pour faire exister, donner de la matière. Et c'est vrai, parce que pour faire court et juste, il faut souvent développer long et pour revenir à une forme sûr. plus courte. Comment tu gères un problème comme ça qui est entre le producteur et le diffuseur, finalement, qui se sont pas entendus, peut-être? Tu te dis, j'ai envie que le projet se fasse. On y retourne. Ouais, voilà. On réécrit. Ouais, non, et surtout quand tu bosses avec quelqu'un qui a envie, quoi. Là, sur un changement de ton, j'imagine que c'est beaucoup de choses qui doivent changer. Enfin, c'est conséquent en termes de travail. Oui, mais bon, après, t'as des retours qui te donnent quelques Des pistes. pistes et de la matière. Et voilà, il faut. Comme c'est pas ton projet, c'est une commande, c'est pas ton projet personnel, tu t'adaptes. Très bien. Tu prends l'argent et tu y retournes. Oui, enfin justement, c'est un peu le problème. Tu retournes Ouais, pour c'est un prendre peu- l'argent. C'est un peu le problème de l'argent. Le sujet qui fâche. Si t'es pas payé plus. Non, ouais, c'est que tu es toujours en période de pré-développement, Ouais. c'est-à-dire que tu es payé, mais tu es payé de manière légère, dirons-nous, et t'en es à la 8e version, quoi. Ouais. Ouais. On va rebondir du coup sur le nombre de versions. Parfaite transition. C'est quoi votre record de version sur un projet? C'est juste pour le fun. Hein. Ouais, voilà. Mon nombre idéal, c'est 3. Ça va à 3. C'est ce que j'aime. Enfin, ça- Ah, 3, tu Voilà. sais bien. Tu Ah, comptes ouais. tout, tu comptes séquencer, dialoguer. Non, mais 3 Non. versions du scénario, donc ça veut Ah, dire oui, on effectivement parle scénario tout final, ce ouais. que ça. Ah, d'accord. Et tu comptes pas ta V0 que t'as même pas donné au producteur, Ouais. t'aurais pu en plus Moi, je les donne. encaisser un petit Mais, chèque. mais en télé, en fait, en plus, c'est grugé parce que tu as une V2.2, V2.3, V2, enfin bref. Donc si on compte, je sais pas. C'est intéressant, ça fait peut-être mal, mais on peut en arriver, je pense, sur certains projets Plusieurs dizaines. à plusieurs dizaines. Et à ce stade-là, ça peut devenir un petit peu dangereux pour le projet lui-même, parce qu'effectivement, à force d'être mouliné, remouliné, par contre, on revient au fameux gloubi-boulga, quoi. C'est rarement, pour le coup, dans l'intérêt du projet. Et en télé, oui, ça arrive assez souvent, en fait. Et vous, messieurs, Que pour le dialoguer, je dirais 3, 4. c'est raisonnable. 4, ouais. Ouais, c'est raisonnable. 4, peut-être 5, ça peut monter à 5, mais jamais plus. Mais après, il y a eu plein de séquenciers et des choses comme ça, donc Mathieu? Surprends-nous. les petits Les princes. Petits Princes 7, 7, officiellement. officiellement. Ah. C'est-à-dire qu'il y a une première version qu'on n'a pas rendue, parce qu'elle était très mauvaise. Mais on était très contents. On a fêté ça en partant à La Réunion. Non, Ah, en et- plus, on avait un mariage à La Réunion. Parce qu'on, Faites pas les choses à moitié. On a un ami. La V2, qui- c'était quoi, du coup? La lune. Road trip aux USA. Non. Et Le projet est écrit sur 15 ans, parce qu'à chaque fois, ils font 3 mois de teuf, chaque version. Non, cette version, sans compter toutes les versions de traitement de séquencier et tout ça, les versions que tu ne rends pas, c'est-à-dire que tu ne rends pas parce que tu as une certaine estime de toi et que tu considères que ce n'est pas rendable. Personne ne doit lire ça. Voilà. Donc c'est cette version, à savoir que à partir de la version 3, on trouve le film, que la version 5 est très très proche finalement de la version 7. Ouais, après, c'est du peaufinage. Ouais, il y a un personnage qui bouge un peu, mais voilà. Et sinon, là je réécris un cours, je suis sans doute à la 40e version. Ouais, moi, ça me surprend pas. Hein. Je suis pas sûr. C'est une version, enfin c'est un projet personnel. Sur Les Petits Princes, vu que c'est un film qui est visible, qui est sorti et qu'on a regardé avec plaisir d'ailleurs. T'as mis une petite étoile J'ai mis un pouce sur Netflix. Ouais, super. Parce que maintenant on met des pouces. Ouais. Un pouce vers le haut, hein, je précise.
Donc sur Les Petits Princes, vous avez trouvé le film à la V3. Vers la V7, vous êtes parti sur un scénario qui s'est tourné. La V7, c'est la version... enfin, il y a écrit V7 dessus. Je ne sais même pas si c'est pas la V40, mais en tout cas, c'est la Ah oui, V7 d'accord. qui a été tournée. C'est-à-dire que, par exemple... justement, au niveau de la réécriture, il y a aussi les contingences de production. Quand le premier assistant regarde, lit le scénario et te dit, bon, bah... c'est 6 millions de budget et 12 semaines de tournage. Et c'est bien sûr hors de question que ce soit ce budget et ce temps de tournage. Là, il faut se poser la question de, bon, qu'est-ce qu'on change ? Comment on change certaines choses pour arriver à un budget, enfin, pour rentrer dans les clous ? Et là, tu te poses 20 000 questions de scénariste et tout ça, jusqu'au jour où donc tu fais des propositions. Mais tu n'es pas le réalisateur. Enfin, là, je parle par rapport à Vianney. Et un jour, Vianney m'a dit, ça, on vire. Et c'est vraiment l'image d'arracher des pages. Qu'est-ce qui a changé, par exemple, concrètement, vu qu'on peut voir le film, on peut voir Sans spoiler, ce hein. qu'il est au final, voilà, sans raconter trop, mais quel changement significatif il y a eu qu'on peut constater? C'est-à-dire que, d'ailleurs, finalement, c'est pas plus mal. Le film se regarde assez bien, mais c'est-à-dire qu'en fait, les personnages secondaires sont beaucoup plus développés. Il y a toute une histoire entre Sofiane et Reza. Donc Reza, c'est l'assistant du coach, joué par Reda Kateb. Et Sofiane, c'est Adel Bencherif qui joue le grand frère de Sami Seguir et qui joue un joueur professionnel. Il y a tout plein d'histoires comme ça, un peu qui sont développées, mais qui, au final, peut-être au montage, n'avaient plus trop leur place par rapport à l'équilibre du film. Parce que finalement, on réécrit, et le réalisateur, quand il tourne, il réécrit, et quand il y a le monteur, il réécrit aussi. Et il y avait plein de films possibles au montage encore. Du coup, Nathalie, ça pourrait t'arriver, ça, tu penses, sur les... T'as déjà demandé réécrire en vue d'une production, Ah oui, économiquement parlant, j'ai déjà je veux réécrit dire, sur un tournage ou en salle de montage, bien sûr. Mais c'est assez intéressant parce que c'est là où, en tant qu'auteur, on projette des choses, mais quand on voit le film, effectivement le film tourné, on a des surprises, bonnes et mauvaises. Et c'est assez excitant justement de voir, justement, d'avoir des idées ou des articulations qui se font justement à partir des images. Ça, c'est assez chouette d'avoir l'occasion de faire ça. Toi, Théo? Moi, je suis pas allé sur le tournage encore. J'ai pas eu de diff, donc j'ai pas eu de réécriture encore à faire là-dessus. Après, quand on trouve le film et que le réalisateur s'en empare, parce que c'est quand même son bébé, même si je l'ai accompagné et couvé pendant plus de 3 ans, je parle pas du réalisateur, je parle du scénario. Du scénario. Moi, je pense au réalisateur. Non, et en fait, il y a une scène, il y a des scènes qui, moi, je suis très fier du film, mais il y a des scènes qui sont sublimes, et c'est des scènes qu'il a réécrit sur le moment, sur le tournage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient... c'est la vérité des personnages, et là, il trouve un truc qui est... que je trouve très joli. Je préciserai pas quoi, mais enfin voilà. Alors, quand on réécrit, peut-être on peut être tenté d'aller un peu vite et d'en finir, et se dire, allez, je fais tout ça. Comment on évite de bâcler le travail, finalement, de pas trop se dépêcher? Quelle attitude vous avez, finalement La face à la première réécriture? chose, c'est que souvent, on nous demande de réécrire très très vite. Ça, il faut bien le savoir, en télé, mais c'est phénoménal. On parle de quel délai, pour avoir une idée? Parfois, on a une semaine pour réécrire. Un unitaire? Ouais. Ouais. Alors évidemment, en général, c'est du polissage, c'est pas, mais ça peut être de cet ordre-là. Et même en cinéma, ça peut aller. Moi, je sais que là, par exemple, mon step était vraiment très très serré, donc on a quand même écrit. J'ai eu, on va dire, 9 mois pour écrire le film In Extenso, 2 versions du scénario, et déjà avec plein de sous-versions, donc ça a été vraiment à flux tendu, quoi. Et toute seule, Et seul. du coup. Ouais. Ouais. C'est à la fois assez excitant parce que c'est un challenge et que ça... Moi, j'ai remarqué, alors après, c'est très personnel, que ma boîte à idées fonctionne bien dans l'urgence, justement, quand il y a une petite part de panique. Voilà. Mais il y a des fois où c'est violent et où c'est... et notamment en télé, où c'est rarement dans l'intérêt du projet. Du coup, c'est pas une envie d'aller vite, là, c'est une. Ah ouais, une c'est-à-dire obligation. que souvent, on a les dates de tournage avant même que la version finale soit rendue. Donc...
Bonjour le stress. Voilà, c'est pas chouette. Après, avoir le luxe de, justement, je pense encore une fois au roman où on a vraiment le luxe de ne pas avoir de deadline forcément et de... Ça peut être un ennemi aussi parce qu'il y a des moments où on peut repousser, on peut se perdre ou c'est pas forcément, ça peut même être décourageant, c'est pas forcément une bonne chose. Donc l'idéal c'est d'avoir un équilibre, on va dire, sensé entre le temps imparti et la charge de travail. Pour pas que ça finisse en gloubi-boulga. Ou en gloubi-boulga ou en arlésienne parce que c'est vrai qu'on peut... Je pense que ça nous est tous arrivé d'avoir des projets qu'on a sur le feu depuis des années, sur lesquels on essaie de revenir entre deux autres chantiers et puis finalement on perd l'envie, on perd la vision. C'est pas forcément... C'est marrant, en même temps je suis la première à professer pour laisser infuser les projets. Mais en fait... moi, j'ai surtout besoin d'infusion au départ, c'est-à-dire au moment de la prémisse, quoi, vraiment. Une fois que je me lance, j'aime bien que ça aille assez vite, en fait. Sans bâcler, hein, mais juste d'essayer d'être dans cette rigueur, dynamique, ouais. dans ce moment de panique, comme ça, où j'ai vraiment eu des nuits blanches, mais vraiment de stress intense, où je sais que je dois rendre un truc, que c'est colossal et que je sais pas comment faire. Si tu t'ennuies, tu peux appeler Théo, tu sais. Il faudrait vous échanger, du coup. Parce que justement, les retours sont trop diffus. Et puis, je sais pas, vers 5 ou 6 heures du mat, il y a il y a le petit moment de magie, comme C'est ça, le où on meilleur se dit allez, ça y est, Entre 4 et 7 heures. Eureka. C'est le milieu d'après-midi pour Théo, ça. 4 et 7 heures, c'est là où je suis plus productif. Sérieux? C'est ouf. Mais comment, blague à part, j'ai pas mal de copains qui fonctionnent aussi Ouais, comme je ça te- de nuit. Et donc ça peut être, c'est le côté, mais c'est le côté, enfin c'est un peu lié aussi au travail de commande. C'est un challenge en fin de compte, de même que bosser pour l'univers de quelqu'un d'autre, c'est un challenge. Et c'est assez excitant. Et je pense qu'il faut arriver à aimer ça plutôt que de se dire oh là là. Mais qu'est-ce qu'on nous demande encore? L'excitation, elle est là aussi. Elle est dans ce défi. D'y arriver, en fait. D'y arriver, Ouais. d'y arriver dans le temps imparti, alors qu'on ne sait pas du tout. On dit oui, mais bien sûr, et puis on ne sait pas du tout concrètement ce qu'on va faire. Faut toujours dire oui, bien sûr. Ah bah, c'est mieux. C'est courageux. C'est bien vu. Et ça, enfin, c'est ce qui fait aussi, ce qui rend nos vies trépidantes, hein, parce qu'il faut pas se leurrer, on passe quand même 10 heures par jour le cul sur une chaise à écrire, Ou par nuit. ou par nuit. Mais ça, c'est chouette aussi, quoi. C'est ce qui rend le voyage assez excitant, je trouve. Et Théo, alors, est-ce que tu as les mêmes problématiques Est-ce que je bâcle à 7 heures du mat ça. pour aller me coucher? Ce qu'on veut tous savoir. Je dirais, après, moi, j'ai toujours travaillé dans l'urgence et dans la peur de la deadline tout le temps. Donc j'ai fait ça depuis que j'ai commencé, donc c'est ma manière de faire. Après, je pense pas que je bâcle. J'espère pas, en tout cas, j'ai pas eu ce ressenti-là. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe, c'est vrai, à 5h du matin. Mais non, je dirais pas que je back. Et après, quand on a des retours et qu'il faut faire une autre version et qu'on se pose avec le co-auteur et tout ça, au final, on prend toujours le temps. Après, moi, je travaille pas en télé, donc j'ai pas les mêmes soucis de deadline, parce qu'en cinéma, si t'as du retard, c'est pas très grave non plus. Enfin, si t'as du retard, si t'as pas 3 mois de retard. Hein, T'as pas la date de tournage. je te parle de une ou deux semaines de retard. Non, je pense pas qu'on bâcle. En tout cas, de toute façon, on essaie toujours de faire la meilleure chose possible. Après, tu rends des versions et t'es pas forcément content, mais il faut les rendre parce que sinon, il te faut un retour extérieur, sinon t'arriveras jamais à avancer. Là, la difficulté, c'est de savoir quand s'arrêter. Ouais, c'est au bout d'un moment où tu pètes un câble, quoi. En fait. Tu te dis non, mais là, c'est pas possible, on aura un truc et puis on verra parce qu'on n'avance pas et puis t'avances vachement moins vite au final à te reposer tout le temps les questions. Et... Bon, allez, on rend comme ça, on va aller boire des coups. Bah ouais, maintenant je vais faire ça. Bon, on rentre, puis on se fait un resto. Ouais. La méthode Gompel. Voilà. Du coup, Mathieu, est-ce que la tentation d'aller vite, parfois, elle est là? Toi, qu'est-ce que tu préconises? Attitude C'est à chaque fois en fonction du co-auteur, de savoir si c'est quelqu'un qui accepte ou non les contraintes, parce que c'est parfois aussi une personne qui peut imposer un rythme. Mhm. Et donc aussi, c'est toi par rapport à ta vie familiale malgré tout. Enfin, moi j'ai une petite famille, une grande famille même. Et soit aussi si tu es sur différents projets. Enfin, faut pas tomber dans un rapport pervers au projet. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour être à fond dessus.
et un temps aussi pour dire ça peut attendre une semaine de plus. Je ne vais pas me coucher à 4 heures du matin pour finir ce truc. Ouais. Et je le rendrai. T'en as besoin là maintenant, mais tu vas mettre 3 semaines à me faire un retour. Donc t'es mignon. Enfin non, je parle pas comme ça. Mais, T'as envie, en je tout cas. vais peut-être prendre 3-4 jours de plus pour voir avec. C'est de toute manière toujours un travail avec un co-auteur, donc c'est aussi. S'organiser. C'est une organisation à 2, quoi. Encore une fois, une transition parfaite. On dirait que tu lis notre conducteur. Là, que tu laisses Bah, les je suis jouer. juste à côté. Bah, écrire à plusieurs, tiens. Parlons-en. Comment on réécrit à plusieurs ? C'est quoi les différences avec l'écriture solo ? Déjà, si le groupe, enfin le tandem ou le groupe fonctionne bien, c'est génial. C'est un peu un Faut se mettre ping-pong d'accord. d'idées. Ouais, mais C'est ça. c'est là aussi où ça peut aller très vite parce que dans cette discussion avec le ou les co-auteurs, on peut trouver très vite des solutions, des pistes. Alors que seul, c'est voilà, hein, c'est marrant. D'ailleurs, des fois, quand je blogue sur un truc, je dialogue avec moi-même à l'écrit. Enfin, j'essaie de triturer mes pensées comme ça, mais C'est une maladie mentale. c'est vrai. C'est un peu, oui, je sais. C'est ce que pense mon entourage. Mais Qu'en disent tes 14 chats ? ah là 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 là. Mais effectivement, c'est là où c'est génial de coécrire. Si on a trouvé le parfait binôme, le parfait trinôme, voilà, ça c'est aussi comme tu disais tout à l'heure, il faut avoir le même rythme, il faut avoir trouver cette symbiose, c'est pas évident. Quand on y arrive, c'est génial. J'ai une question, Nathalie, en cas de désaccord, par exemple. Est-ce que tu as une méthode, quelque chose qui fait que comment on arrive à dépasser les accords que ce soit des accords de réécriture, hein, on est d'accord, on ne parle pas d'engueulade. Mais je pense qu'il y a toujours une hiérarchie en fin de compte. Quand c'est une commande, déjà celui qui a le dernier mot, c'est celui qui signe l'échec. Hein, c'est quand même évident. Quand je travaille pour un réalisateur, c'est son film. C'est effectivement donc même si c'est important parfois de défendre ses idées, c'est normal que ça soit lui ou elle qui tranche. Quand on est vraiment juste entre scénaristes, entre co-scénaristes, c'est celui ou celle qui amène l'idée qui aura le dernier mot. Ça me semble logique et normal. Et c'est important, mais c'est important, je pense, de définir ça au départ, parce qu'il y a toujours parce que sinon ça peut être très violent, ça peut susciter des rancœurs et des sales histoires. Et donc effectivement, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait Briser des amitiés. oui, mais tout à fait. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait cette notion de hiérarchie, évidemment bienveillante, mais quand même, il faut qu'il y en ait un ou une au final qui tranche. Pas comme chez nous où moi je donne des ordres et Adrien il écrit. Voilà. Oui, mais c'est pour ça que vous êtes couvert de bleu aussi. Donc après, l'écriture hardcore, chacun son truc. Hein. Des bleus non métaphoriques, hein, des vrais bleus. L'écriture hardcore, j'aime bien ce délire. Et toi Théo, est-ce que tu jongles entre réécriture solo et réécriture à plusieurs ? Non, comme je suis qu'avec des co-auteurs, C'est que avec des co-auteurs. ouais, je travaille pas seul. Ma question Et n'a aucun intérêt du coup. Ouais. Je Bon, m'élimine. Oui, mais par contre, t'écris avec Benjamin dans le même lieu, dans la même pièce. Est-ce que maintenant, ouais, on n'a chacun- pas toujours fait ça. Avant, on se met d'accord sur la chose, puis j'écrivais de mon côté, il repassait derrière. On fait toujours ça, mais sauf qu'on le fait dans la même pièce. à 4 heures du mat? Non. Non, maintenant, je travaille bureau, l'après-midi. hein. Je travaille Tu l'après-midi. suis son rythme. Je suis son rythme, mais c'est vachement bien parce que du coup, je rentre chez moi à 18h et j'ai pas à écrire, ce qui est quand même super agréable. Et j'ai pu être là ce matin. Donc non, on travaille comme ça, et le fait d'être dans la même pièce, c'est que dès qu'on est sur un truc qui bloque, on peut tout de suite en parler à l'autre et puis lui demander s'il a une idée pour ce dialogue ou ce truc-là, et c'est vachement mieux. Après, nous, notre duo fonctionne vachement bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler avec lui parce que on est assez complémentaires. C'est-à-dire que lui remet toujours tout en question. Il a toujours des nouvelles idées tout le temps. Et en fait, moi, mon travail, c'est de trier toutes les idées qu'il a. Et quand il se remet trop en question, de lui dire non, mais ça va, c'est pas la peine. Ouais, stop. Ça peut être épuisant. Oui, ça peut. Je pense que là, on arrive en bout de V1 et que. Mais ça a vachement servi en fait. Toutes les remises en question, repasser sur le mur et tout ça, le film s'est amélioré, a fait que ça. Et en cas de désaccord, comment vous faites? Toi, tu es persuadé. Je défends mes idées. Hein. Après, j'expose, je me présente des arguments pour dire non, ça marche pas pour ça, ou ça marcherait pour ça. Puis après, il prend la décision, quoi. Ah ouais. Mais on a une vraie discussion où chacun expose ses trucs et on défend notre beefsteak. Mais au final, si j'ai pas réussi à le convaincre, je peux arriver à le convaincre. Hein. Il dit, même, il va me poser des questions juste pour que je lui dise qu'il ne doit pas se poser de questions. Mais ça marche plutôt pas mal. Et ouais, au final, s'il y a vraiment un truc où on n'est pas d'accord, moi je lui dis on fait comme tu veux. Enfin, c'est son film.
C'est lui qui va le tourner, donc il y en a encore pour 1 an derrière. Moi, j'ai fini après. Ouais. Il fait un 49.3 et hop. Bah ouais, voilà, ouais, c'est ça. Toi, Mathieu. Tu écris tu réécris en solo? Ça dépend. Par exemple, avec YB, c'est généralement. Non, on a écrit un projet ensemble. Qui est un projet que j'ai initié, qui n'a pas de producteur, et voilà. Enfin, de toute manière, on s'envoie des versions, on s'envoie, voilà, et on se voit pour se mettre d'accord sur le projet. En cas de désaccord dans la réécriture, en fait, c'est ça. Comment vous gérez tous les deux Bah, YB, il a sa règle. Non, mais en fait, je parle, parce que je l'ai vu hier, on est allé voir le règlement de compte de Fritz Lang ensemble. À la Filmothèque. Ça n'a aucun intérêt. Petite tranche de vie. Non, en fait, non. Après, il faudrait plutôt parler, parce que ça, c'est un projet à part qui est un peu en stand-by, justement, qui est peut-être, qui va faire partie de mes arlésiennes. On s'adapte, en fait. On s'adapte au rapport qu'on a avec le co-auteur, avec le producteur et éventuellement les diffuseurs et tout ça. Je ne sais même pas, je réponds à quoi comme question. Quand tu es en réécriture avec tes co-auteurs, que ce soit YB ou d'autres, comment vous gérez en cas de désaccord? Est-ce que, comme Théo, Nathalie, c'est le réalisateur qui prime, qui va finir par avoir le dernier mot? Est-ce que nous, c'est plutôt avec Mathieu, on va essayer de trouver une autre idée qui va nous plaire à tous les deux, par exemple? Ça dépend. Ça dépend encore une fois de la vista, quoi. De qui a la vista vraiment sur ce projet, qui a la vision, qui sait qu'elle doit être. Enfin voilà, quand on s'éloigne trop et quand on reste dedans, parce que c'est toujours en mouvement en fait. Alors, est-ce que la méthode de réécriture, parlons un peu plus dans le détail, est-ce que vous réécrivez de la même manière un acte, une scène, un dialogue, un pitch? Comment est-ce que vous avez des exemples, des anecdotes sur j'ai réécrit telle chose Des méthodologies différentes selon la nature de la réécriture. Les dialogues, c'est pas mal de les lire à voix haute, justement. Ce qu'il y a de bien avec les dialogues, c'est que c'est vraiment une petite musique. Donc ça aide, je trouve, pas mal à voir si ça fonctionne, si c'est fluide. Ça, c'est vraiment une méthode, je pense, assez efficace. Comme Aaron Sorkin qui joue les scènes qu'il écrit et qui s'est même, je crois, cassé le nez tellement il est à fond. Tellement il était dedans. Ça t'est pas arrivé, ça? Non, ça m'est pas arrivé. Encore. Et pourtant, j'étais actrice. Donc, mais non, je joue pas les... Par contre, l'expérience d'actrice m'a montré qu'il y a certains dialogues très chouettes sur la page, mais imprononçables. Comme Glooby Boulga. Comme Glooby Boulga. À ne pas écrire dans un scénario. Le mot tabou. Donc c'est vrai que ça c'est ma petite habitude, c'est de me les relire à voix haute pour voir si je peux les rendre plus simples en fin de compte, moins empoulés, je sais pas. Ça s'écrit pas comme du théâtre, un dialogue de cinéma, donc il faut que ça soit quand même que ça colle aussi avec la personnalité des personnages. Pour le reste, c'est une fois de plus, ça dépend. Plus on revient à la racine, plus il faut tout repartir de zéro. Quand c'est juste, je sais pas, une histoire de rythme, par exemple, c'est vraiment finalement des coupes à faire. Ça peut être parfois aussi simple que ça. Si vraiment c'est la structure qui fonctionne pas, une fois de plus, il faut revenir. Soit effectivement la méthode des fiches, qui est vraiment géniale pour restructurer de façon relativement rapide, pour avoir une vue vraiment synthétique et voir ce qu'on peut enlever ou déplacer. Soit éventuellement refaire un séquencier, mais très, très succinct. Une phrase, une action. Voilà, mais pour avoir un peu le déroulé du film. C'est pertinent. Toi, Théo, tu joues tes scènes à 4h du matin? Ouais. Scène d'engueulade avec les voisins qui tapent. Mon coloc me déteste, du coup. Non, les dialogues, pour les réécrire, c'est la même méthode que pour les écrire, je pense. Après, il faut lire ta scène et puis voir si t'as pas commencé trop tôt, si t'as pas fini trop tard, des choses comme ça, des choses de rythme où t'as des redites, des fois tu laisses un peu trop parler tes personnages et faut en revenir à qu'est-ce qu'ils doivent dire de base et puis comment bien le rendre. Après, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a des problèmes de structure, ça va être sur les fiches directement. Moi, je vais pas repasser sur un séquencier parce que ça je suis trop feignant pour ça. Ça me découragerait absolument de réécrire tout ça. Et puis, sinon, c'est en lisant, en discutant avec l'autre. Tiens, on peut enlever ça sert à rien. Qu'est-ce que ça fout là? Puis voilà,
Ça se fait naturellement. Sur l'écriture, sur la réécriture d'une scène en particulier, on va te dire, par exemple, tiens, cette scène est chouette, mais il manque un peu d'enjeu, elle manque. Elle est trop longue. Elle est trop longue. Comment t'aborderais, par exemple Je verrais déjà si elle est trop longue, qu'est-ce qui pourrait sauter, puis à quoi elle sert, si elle sert vraiment au propos, si elle sert pas, peut-être qu'elle peut sauter complètement. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte, et si ce qu'elle apporte est pas assez visible, en tout cas voir comment le rendre plus visible. Déjà, en tout cas, questionner la scène et puis voir où est-ce qu'elle est faible, quoi. Mathieu, tu approuves? Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a un travail. Déjà, on est persuadé quand on écrit que cette chose est vraiment nécessaire au récit et tout ça. Alors que quand après il y a des images, et même sans les images au scénario, par exemple, on se dit là, il faut, ça va prendre au moins 5 pages pour arriver à ce point pivot et tout ça, blabla. Et en fait, on se rend compte qu'il suffit de les couper et que ça fonctionne très bien. Et c'est notamment au montage aussi que on se rend compte. Sur un scénario de 90 pages, la première version du scénario du film des Petits Princes faisait 2h20. Ah oui. Pour un film qui fait 1h30 au final. Ouais, un peu moins même. Avec générique. Ouais, générique compris. Non, et du coup, oui, c'est un truc d'épure. Moi, je sais que c'est pas mon point fort, les dialogues, mais je sais que je suis généralement assez bavard. C'est assez bavard. Ils vont mettre du temps à rentrer dans ce qu'ils disent et tout ça. Et après, on se dit non, mais c'est nécessaire. On comprend pas si c'est pas dit et tout ça. Et au bout d'un moment, on se rend compte, à force de réécriture, que les choses sont comprises dans les espaces, dans les vides, dans les choses entre, et qu'on peut couper. Enfin, là, c'est vraiment une étape de réécriture vraiment finale. Ça, c'est vraiment sur la fin, quoi. Tu peux t'en rendre compte avant. C'est-à-dire que quand tu fais ta conduite, dans ton film, tu vas faire une scène pour montrer que lui, il est comme ça avec lui. Tu te dis, il faut cette scène-là pour qu'on monte ça. Et puis en fait, tu vas écrire ton film, mais tu as cette idée depuis le début. Donc tout ton film, tu vas l'écrire sous cet axe-là. Donc cette scène ne sert plus à rien parce qu'elle c'est présent dans toutes les autres scènes, quoi. Ouais, mais moi j'ai besoin que je me suis fait chier à l'écrire. Donc ouais, tu sois dans le scénario. Ça, je suis d'accord. Et par contre, j'ai un co-auteur qui n'a aucun problème pour écrire des scènes qui ne seront pas dans le récit. Qui ne seront pas, voilà. Et ce qui fait que ça fait vachement, enfin le récit est vachement organique, le personnage qui est totalement secondaire, qui peut être même anecdotique, vient de quelque part, va vers quelque chose, il a ses motivations, son propre truc, et c'est pas juste un élément, une case remplie, c'est quelque chose en mouvement. Très chouette. On parlait d'élaguer un peu d'une version à l'autre. Il y a Stephen King qui parlait, il parle de roman forcément, mais il a dit la chose suivante: la formule à suivre est la suivante, le second brouillon est égal au premier brouillon moins 10%. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ou que vous approuvez? Je sais pas, moi j'ai tendance à écrire avec une économie de mots dès le départ. Toi, tu rajoutes 10% à chaque fois. Non, mais en fait, c'est marrant. En général, mes scénarios d'une version à l'autre font quasiment le même nombre de pages. Même s'ils changent beaucoup, je sais pas. Mais aussi parce que j'ai beaucoup gratté de papier avant, en fait. Je crois que c'est vraiment au départ, moi, que je gratte, que je me répands sur la page. Mais quand je passe au scénario, en général, je suis déjà vraiment dans un souci de... Effectivement, moi, c'est le contraire de toi. J'aime pas les dialogues trop longs. Enfin, j'essaie vraiment d'écrire des images au maximum et de mettre le moins de parlotte possible, quand c'est possible. Donc, du coup, j'ai pas ce problème-là. Et c'est marrant parce que du coup, quand je repasse à du roman, c'est l'inverse. Il faut que j'en rajoute parce que je me dis, non, mais là, c'est sec. C'est sec, ouais. C'est la déformation, je pense, de l'écriture scénaristique qui fait ça. Non, moi, c'est pas trop ça non plus. Mais après, je fais pas beaucoup de brouillon. Hein. Je mets beaucoup de temps à écrire avant d'écrire. Je mets beaucoup de temps à réfléchir déjà. Donc, j'écris qu'à partir du moment où je connais vraiment bien la scène. Et ensuite, quand j'écris, je suis très dans l'efficacité. Pareil, avant, je me laissais beaucoup dialoguer à une certaine époque. Maintenant, je suis plus efficace, en tout cas. Je laisse moins parler les gens dès le début. Parce que c'est pareil, ça fait trop long à écrire, quoi, en fait. En fait, en étant feignant, tu sais, tu deviens plus efficace, quoi. Tu sais, c'est Bill Gates qui disait ça, qui disait qu'il préférait engager des gens feignants parce qu'ils trouveront le moyen le plus efficace de faire le travail en moins de temps possible. C'est génial. Alors au final, vous préférez quoi, écrire ou réécrire? C'est quand c'est en tournage. Non, moi, c'est la réunion. Non, mais j'aime beaucoup parler du possible.
la période de brainstorming est quand même très excitante. La première phase, du coup, tout début. Ouais. Ou la phase 2, 3, parfois on re-brainstorm pour certaines choses. Quand faut aller chercher les idées, finalement. Ouais. Et non, la satisfaction du travail bien fait. Moi, je crois, par rapport... j'ai une tendance à faire des phrases longues. Et je me reprends et je retravaille toujours sur le fait de raccourcir au maximum, doter tout ce qui est adverbe et tout ça, et de trouver le mot juste. Je réponds à la question précédente, excusez-moi. Tu as bien fait, fait, on a oublié de te le demander, je crois. Mais t'es le roi des transitions, Ouais, c'est clair. Des allers-retours dans les questions, c'est très bien. Au moins, tu perds pas le fil, comme nous. Alors, dernier point, on est bientôt à la fin. Alors, un film, on l'a vu, on l'a dit, serait écrit au tournage. Il n'y a qu'à voir Le Parrain. Il y a un super bouquin sur Le Parrain avec des extraits du scénario comparé avec des extraits du film en photo. Du coup, c'est un bouquin. C'est très intéressant. J'ai pas le titre en tête. The Godfather Notebook, je crois bien. Ouais. Bon, on mettra le lien en tout cas dans la description du podcast. Comme quoi, jusqu'au bout, on réécrit. Donc, c'est pas enregistré. Tout est possible. Bon, on a même vu des cinéastes qui remontaient leurs films des années après, justement parce qu'ils n'avaient pas eu les fameux director's cut. Donc après, il faut quand même trouver le moment où s'arrêter, quoi. C'est un peu. C'est pour ça aussi que c'est bien que ça soit un art collaboratif. C'est que peut-être en tant qu'auteur, on aurait tendance soit à s'arrêter trop tôt en se disant bah non, c'est génial, voilà, je suis trop génial, soit au contraire à avoir toujours la petite bête et à réécrire. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise bon, c'est bon, maintenant c'est pas mal, on y va. Il faut qu'il y ait un consensus, c'est un mot que j'aime pas trop, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une concertation et je pense qu'il y a un moment où tout le monde est content et que c'est plutôt bon signe. Ça vous est déjà arrivé d'être appelé pour réécrire sur le tournage ? Oui, ça m'est arrivé, oui. Et c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué vis-à-vis des acteurs, le scénariste sur le tournage, c'est compliqué. On sent que c'est délicat. C'est délicat. Enfin, c'est génial quand on nous invite pour dire tiens, viens voir, quoi. Mais quand on nous appelle parce qu'il y a un problème, ça pue, quoi. Aïe. Parce qu'on fait de la médiation, en fait. Tu peux en parler un peu plus que de la réécriture. Enfin, sans entrer peut-être trop dans le détail, mais ouais, quand tu parles médiation, qu'est-ce que tu veux dire Je rentrerai pas trop dans le détail, mais c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire de la médiation entre les acteurs et le réalisateur, ou entre... Là, c'était des dialogues qui fonctionnaient pas. C'était quoi l'idée ? Enfin, sans... Je suis pas trop heureux des souvenirs douloureux. Je pense que c'était peut-être plus un problème de mise en scène qu'autre chose, mais au final, surtout, on se retrouve à devoir donner un avis sur des prises de décision qui sont pas les nôtres, ou alors à réécrire pour faire plaisir à un tel, alors que ça fait pas plaisir à... Par exemple, le producteur demande une réécriture et le réal est pas d'accord, ou l'inverse, enfin... Donc c'est délicat parce qu'on sait que de toute façon on va fâcher quelqu'un. Enfin Puis on compte un peu sur toi pour régler un problème. Un problème qui est pas de toi. Oui, qui peut être aussi un problème de communication tout simplement entre les gens sur le plateau. Donc moi récemment on m'a appelé pour réécrire un film après tournage en fin de compte. Comment ça ? C'est-à-dire, après le premier montage, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais réécrire dans l'idée de retourner des scènes ? Plus de faire une voix off, c'est-à-dire du bricolage. Ah oui, Et ça, j'ai refusé de le faire. Parce que je pense que c'est compliqué déjà de... En plus, évidemment, il fallait que ça soit fait très vite. C'est compliqué d'arriver avec ses gros sabots sur un projet qu'on ne connaît pas, justement, qu'on n'a pas eu le temps de voir mûrir. Et qu'ensuite, à la limite, là, c'était quasiment redonner un sens au film. Enfin, à mon sens, c'était vraiment de la responsabilité du cinéaste. Ça rend service à personne, au final. Ouais. Je voulais pas... En tout cas, j'ai pas voulu prendre ce risque. Je sais pas si c'est une question de risque, mais en tout cas, tu avais le choix. Ah bah oui, on a toujours le choix d'accepter ou pas une commande. Enfin, là, c'est vraiment plus de la commande. C'était une commande. C'est une mission, quoi. Donc, oui, j'ai dit... Oui, SOS Scénar. En plus, bizarrement, le film me plaisait bien. Et c'est peut-être ça qui m'a dissuadé de pas arriver. Tu t'es dit, en l'état, il est bien. Non, il avait des maladresses, mais je sais pas. Je pense que pour un réalisateur, justement, c'est violent d'avoir bossé, je sais pas combien, 2, 3, 4 ans sur un film et d'avoir quelqu'un qui débarque à la fin avec la solution miracle et qui lui dit mais non, attends. Ton film, c'est ça. Voilà, on va casser ça. Enfin, non, je crois que j'avais trop de respect pour son travail, justement, pour me sentir légitime pour faire ça, quoi. C'est honnête, c'est intègre. Toi, Mathieu, alors, réécrire sur le tournage, tu as connu ? Réécrire juste avant le tournage,
pour des questions de production, parce que on triple le budget du film ou des trucs comme ça, oui. Quand on dit juste avant le tournage, c'est quel délai? Alors soit c'est l'argent est là, on est en prépa, mais bon, les prépas en plus sont un peu compliqués parfois parce que c'est un peu au dernier moment qu'on est sûr que le film se fait. Donc non, la réécriture, je sais que au tout début du tournage sur Les Petits Princes, Vianney m'a fait venir. Enfin, je suis venu et il m'a dit ouais voilà. J'ai pas tourné telle scène parce qu'on n'avait pas le temps et du coup je pense que peut-être il faudrait réécrire un truc et voilà. Moi je suis ah oui d'accord. Et finalement en fait il n'y en a pas eu besoin et il a fait pour rentrer dans le temps de tournage et tout. Il y a plein de scènes qu'il a décidé de pas tourner ou qu'il a réagencé un petit peu et tout ça. Et il a navigué seul et en fait j'ai rien eu à faire si ce n'est venir sur le tournage. Aller à la table régie et me prendre des selfies et faire comme ça. Non, voilà, mais... Et quand il changeait des choses, c'était avec ton accord ou parfois il n'avait pas le temps et il avait pas le temps et c'est-à-dire que à partir du moment où le film a été trouvé en V3, à un moment j'ai écrit une V3.0 tout seul. C'est-à-dire qu'en fait il y avait un problème par rapport au projet, c'est-à-dire que Vianney voulait faire un autre film quoi, et il y avait un désir au début, on s'était mis d'accord sur un autre type de film, donc il fallait trouver quelque chose. J'ai fait cette V3.0 et il se l'est ensuite réapproprié vraiment avec le ton et tout ça. Et à partir de ce moment-là, il a commencé vraiment à investir totalement le projet jusqu'à la V7. Et comme je disais précédemment, je ne sais pas si ça reste au montage, mais il a trouvé des choses très simples mais sublimes sur le film, quoi, des scènes qui n'étaient pas écrites et qui... Une écriture de mise en scène, enfin, qui se... T'as un exemple en tête, sans spoiler, sans que ce soit trop Oui, c'est la scène entre Paul Bartel et Margot où ils font l'amour. Ils se disent des choses là. C'était pas verbalisé comme ça, et je trouve que c'est très simple, hein, c'est pas non plus, mais ça fonctionne très bien. Et moi, quand j'ai vu cette scène, j'ai eu des frissons. J'étais très fier de ne pas l'avoir écrite, mais d'avoir amené quand même quelque chose comme ça. Hein. Content que les gens puissent penser que tu l'as écrite, finalement. Oui, non, ça... on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que le script doctoring peut être considéré comme de la réécriture ? Ça dépend, en fait. Ça peut, quand on fait du script doctoring, on peut appeler vraiment pour un travail de fond sur la structure, ou juste pour du polissage, pour amener un regard. Donc ça dépend vraiment. Et d'ailleurs, c'est vrai que sur certains films, certains script doctors devraient être crédités comme co-auteurs, tellement ils ont apporté, même si à la base, c'est pas leur fonction première. Donc parfois, oui. Parfois, oui. Selon la nature du travail. Oui, ça peut. Il y a des fois où, effectivement... moi, j'ai une copine script doctor, effectivement, qui est souvent appelée en renfort pour, effectivement, remettre sur pattes des projets juste avant un tournage, voire au montage, tellement il y a de travail à faire dessus. Ouais. On va parler de conseils que vous auriez à donner à nos chers auditeurs. Alors Nathalie, tu as écrit un article sur la réécriture, d'ailleurs, sur ton site. Oui, j'ai dû en écrire quelques-uns sur la thématique. Plusieurs, mais il y en a un en particulier où tu donnes quelques conseils pour réécrire un scénario. Ah oui, la fameuse réécriture arc-en-ciel. Ah, ça porte un nom ? C'est un nom qu'on a inventé avec une copine cinéaste, juste parce qu'effectivement, on écrivait beaucoup par échange de mails, et qu'effectivement, on intervenait dans le texte en plusieurs couleurs. Donc, il y avait... D'accord. On avait tout un code de couleurs. Ça, c'est à réécrire. Ça, c'est à améliorer. Une couleur pour ses commentaires, une couleur pour les miens. Enfin, au final, on rigolait parce qu'il y avait... Ah oui, d'accord. Si, on fait ça aussi des fois. Il y avait juste 12 couleurs dans les textes. Mais en même temps, pour nous, c'était très clair, effectivement, comme méthode. Non, mais effectivement, la première chose, quand on peut, ce qui est rarement le cas dans notre métier, c'est de prendre du temps pour laisser infuser un petit peu la version, pour avoir le temps de digérer les remarques qu'on nous a faites, éventuellement de les croiser. Comme je disais tout à l'heure, plus on a de retours, à la limite, enfin, il ne faut pas en avoir non plus 70, mais un seul retour, c'est compliqué parce que c'est effectivement c'est subjectif.
Donc quand on peut en avoir, je sais pas, même 3, 4, 5, c'est génial parce que on voit tout de suite si ça part dans tous les sens ou s'il y a une vraie cohérence, auquel cas il faut vraiment, je pense, s'y fier. Qu'est-ce que je conseillais de bien Voilà, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, lister, essayer d'organiser en fin de compte. Mais je pense que chacun après a sa petite cuisine. Mais en fait, il faut essayer mais je pense que c'est valable pour toutes les étapes de l'écriture, de trouver la méthode qui fonctionne bien pour nous. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, que ce soit des fiches, que ça soit des séquenciers, des notes, je pense qu'il faut vraiment archiver aussi tout ça, et éventuellement se replonger dans ces notes-là. Tu dois garder les notes, ah oui, pas les jeter, garder non, au cas où. Et y revenir éventuellement, parce que c'est vrai qu'aussi on oublie des choses en cours de route ou que on peut se rendre compte qu'on s'est un peu éloigné de sa vision initiale sur un projet. Donc écrire la vision initiale, en gros, ça peut être utile. C'est bien je pense que c'est bien. C'est vrai qu'alors moi, quand j'écris, je commence toujours par une filmo et une bibliographie en rapport avec le projet. Donc il y a des moments, quand je bloque, j'aime bien justement me replonger dans ces œuvres qui m'ont inspiré. Et puis choper 2-3 idées dans quelques films par-ci par-là. Nous on fait que ça. Non, pas forcément. Non, c'est plutôt une question d'atmosphère, je crois en fait, d'ambiance. D'ambiance. C'est vrai. On en parlait tout à l'heure. Un film, c'est une vision. Alors on l'a pas forcément tout de suite, mais il y a un moment, il faut quand même. C'est des couleurs, c'est une musique, et donc parfois on a juste besoin de revenir à ce cocon initial aussi pour que les idées viennent. Mais le temps, c'est qu'on l'a pas toujours. D'où l'intérêt d'être effectivement organisé, mais d'être dans le dialogue. C'est ça qui est génial quand on fait un film, une série, enfin qu'importe, on n'est pas seul de toute façon. Donc il faut aussi avoir l'humilité de se dire qu'on a besoin du regard d'autres. Quand on a la chance d'avoir dans son entourage soit des co-auteurs, soit d'autres professionnels de confiance aussi, on peut leur demander leur avis. Si vraiment on est dans l'impasse, dans le désaccord. Mais au final, ça arrive rarement, quoi. Et une dernière chose dont je voulais vous parler. Moi, j'ai une chance incroyable, justement, en matière de réécriture. C'est mon agent. En fait, j'ai complètement oublié d'en parler, alors que c'est juste primordial. Peut-être Marie Servat nous écoute. Et si c'est le cas, je l'embrasse. Non, mais en fait, on a une telle symbiose qu'effectivement, je crois qu'elle me connaît tellement bien à force que quand elle est toujours la première personne de toute façon qui lit mes projets, et qu'en fait c'est très rigolo parce qu'après elle m'appelle et souvent elle me dit bon alors je suis sûre qu'en fait c'est pas exactement ça que tu voulais dire, ou que quand tu écrivais ça tu pensais à ci ou ça, et donc en fait elle a vraiment un regard précieux pour me permettre justement de rendre mes idées initiales claires et efficace. Et je parle pas juste d'arguments de vente, je parle vraiment même de cette histoire de vision, d'univers. Effectivement, quand on écrit, au départ, tout nous paraît limpide, alors qu'effectivement, ça ne sera pas forcément sur la page pour les personnes qui vont nous lire. Et en fait, elle a vraiment son retour est vraiment précieux à ce niveau-là, parce qu'en fait, elle sait. Et elle sait des fois mieux que moi ce que j'ai voulu écrire, en fin de compte. Donc c'est assez flippant, mais c'est vraiment précieux. Si on peut en tirer un conseil, c'est d'avoir quelqu'un de confiance qui te connaît bien et qui sait comment te parler pour t'orienter vers une prochaine version. Effectivement, et j'ai envie de dire, ça devrait être le rôle des agents, mais peu d'agents le font. À mon sens, c'est vraiment très très problématique. Parce qu'effectivement, là encore, quelqu'un de notre entourage nous connaîtra bien, mais il n'aura pas l'expertise professionnelle. Un autre professionnel, peut-être, sera très bon dans son domaine, mais nous connaîtra peut-être pas tellement en tant que personne, ne sera pas forcément familier de nos petites névroses et de nos thématiques. Donc, en fait, voilà, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui a ces deux casquettes, c'est juste génial, quoi. Théo, Mathieu, vous avez quelqu'un sous la main comme ça aussi, un agent ou Non, moi j'ai eu une amie que je fais lire quand j'ai vraiment envie d'un retour. Mais pareil, parce qu'elle me connaît très bien et elle sait comment je suis et comment j'écris. Donc c'est toujours bien d'avoir ce point de vue-là, même si elle n'est pas tellement objective non plus. Ah, c'est génial, j'adore. T'as des conseils, Théo n'hésite pas. Des conseils, c'est surtout rester à l'écoute, en tout cas, des avis extérieurs, se pas se fermer, et puis souvent se demander qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on veut raconter. Pas seulement au début, mais y revenir même, parce qu'il faut s'en rappeler
même après quelques mois. Et puis rester objectif, quoi. Pas hésiter à enlever des scènes qu'on adore juste parce qu'elles ont pas leur place ici, quoi. En gros, après, tout ce qu'a dit Nathalie, très bien. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses du coup? Je vais commencer en disant que ça dépend des projets, c'est-à-dire que quand il y a un producteur, quand il y a le co-auteur, quand il y a des personnes chargées de développement et tout ça, ça suffit, j'ai l'impression. Par contre, quand c'est son bébé ou quelque chose d'un peu plus personnel et tout ça, on le fait lire à ceux qui veulent bien lire, parce qu'il faut savoir aussi que les gens tardent à lire, ne lisent pas, et voilà. Donc il y a soit des amis qui sont scénaristes ou réalisateurs, aussi ma compagne, avec qui j'écris d'ailleurs certains projets, qui, quand je lui demande, lit avec plaisir et ne mâche pas ses mots. La franchise. C'est important. Oui, moi je sais que par exemple, je sais pas si je suis un super bon lecteur de scénario. C'est-à-dire qu'en fait, je vais encourager, je vais voir le verre à moitié plein ou voir aux 2 tiers plein, parce que je pense que c'est atroce quand on se prend des retours en pleine gueule. Donc je vais dire, c'est vachement bien et tout. Bon, après, peut-être que... Mais je suis toujours... Et je suis peut-être un peu trop dans le truc positif. Et justement, je vais faire... Les petites remarques qui sont en fait finalement de la cosmétique, c'est-à-dire t'inquiète pas, tu vois, tu t'écris ça et ça ira bien. Mais en fait c'est pas vrai, il faut qu'il aille à la pioche et qu'il aille chercher le fond. Mais voilà. Donc, mais c'est ma nature d'être plutôt bienveillant et voilà. Mais bon, la bienveillance, elle est positive, mais elle est aussi. Est-ce que brosser dans le sens du poil sur des projets, c'est pas toujours aussi ce qui amène le projet à se faire et qui amène le projet à se révéler. Moi je dirais que comme on l'a vu, la réécriture, ça passe souvent par des retours qu'on a eus précédemment et qui engendrent la réécriture. Et moi si j'ai retenu une chose, c'est pendant les retours, c'est être attentif et noter tout ce qui se dit et pas réagir en fait. Se forcer à rester calme, même si ça nous plaît pas ce qu'on entend, et encaisser le truc et se dire je verrai plus tard, mettre de côté la petite boule qui remonte et en se disant je note, et après plus tard à froid on se relit, on se dit il y a peut-être une idée là, il y a peut-être un truc à faire, et même si on n'est pas d'accord sur le moment, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi la personne nous dit ça, qu'est-ce qu'elle a compris en face du texte qu'on lui a rendu et pourquoi ça engendre un truc avec lequel on n'est pas d'accord, et analyser tout ça après, plus tard, ça apporte beaucoup de choses, je trouve. C'est très bien dit. C'est exactement ça, en fait. Non, je parle une fois dans le podcast, autant dire un truc intéressant, c'est cool. Ouais. Et pour finir sur une note un peu positive, qu'est-ce qui vous fait garder la motivation et le sourire pendant la réécriture fastidieuse que vous pouvez avoir ? Rien, visiblement. Non. Pas grand-chose. Non, les bons moments partagés avec le co-auteur. Et la perspective de l'apéro qui arrive. Non, en plus, je ne bois plus que de l'eau. Si j'ai bu un coca ce matin, mais bon. Non, et surtout la satisfaction. Enfin, c'est quand on croit au projet, quand on croit à la vision de la personne, quand on croit au chèque, quand on croit... Non, mais en plus, il y a un truc qui est très dur par rapport à la réécriture. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'y a plus de chèque. C'est-à-dire que c'est si le film se fait et rentre en tournage et tout ça que ça arrive. Et généralement, c'est jusqu'à une V3. C'est pour ça que tout le monde dit une V3, c'est très bien et tout. On s'arrête. Mais ça va jusqu'à la V7. Mais... Après, c'est négociable. Si le producteur est de bonne foi et qu'il voit qu'il y a un vrai travail, peut-être il peut faire un petit truc, quoi. Mais ça veut dire que parfois, on est sur un projet, on réécrit pendant 1 an et on touche rien, quoi. Mmh. Mais parce qu'on s'est engagé, parce qu'on croit au truc et qu'on croit aux droits de diff qui malheureusement disparaissent de plus en plus. Donc voilà. Donc il faut y croire. Oui, il faut y croire. Après, c'est ça. Après, il y a des projets qui tombent à l'eau parce qu'il n'y a plus la foi. Ça arrive aussi, ouais. Non, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça reste un challenge. Donc en fait, il ne faut pas voir la réécriture comme... Il ne faut pas voir la critique, en fin de compte, comme une attaque personnelle. Ça va, en général, en tout cas la majeure partie du temps, ça va dans le sens du projet. C'est vrai que quand on écrit à plusieurs, on écrit pour que tout le monde aussi soit heureux j'allais dire produit, je déteste ce mot, mais du film.
C'est aussi un de produit. l'œuvre finale. Enfin, je veux dire, donc c'est pour la bonne cause, si j'ose dire. C'est quand les retours et effectivement quand les retours sont stupides, ça peut arriver. C'est vrai que c'est violent, à contrario, de voir certaines œuvres qui sont massacrées en cours de route. Mathieu, tu veux réagir? Non, sur le retour stupide. Parce que, en fait, parfois, le retour est vraiment stupide. Mais vraiment, hein, sur le moment, c'est totalement stupide. Et finalement, 2 versions plus tard, on se dit, vu le chemin qu'on est en train de prendre, ce retour stupide, peut-être que maintenant, il est pertinent. Ce connard avait raison. Alors, en cinéma, en télé, c'est un peu plus compliqué, on va Ouais. dire. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais voilà. Mais ça fait partie aussi. Alors effectivement, je pense que ça nous est arrivé à tous de voir des projets se dégrader au fil des versions, même si c'est pas ce qui arrive le plus souvent. C'est violent. Ça fait partie aussi du jeu, j'ai envie de dire. Il faut à la fois mettre tout son cœur dans les projets et pas avoir l'impression de jouer sa vie sur chacun. Oui, c'est important ça. Plus ce sont des projets personnels, plus c'est difficile. Évidemment, on y tient plus. D'où l'intérêt de varier les projets. S'il y en a un Mais bien qui est sûr. moins bien. Mais bien en ce sûr. moment. Et surtout, ce qui est assez récurrent dans ce métier, c'est que quand on fait lire des projets personnels, souvent, enfin quand ils sont bien écrits, on peut avoir des retours très positifs de gens qui disent que c'est super bien écrit, qu'ils adorent, mais que c'est pas le genre de choses qu'ils ont envie de faire eux. Donc souvent, ça nous amène à travailler sur d'autres projets. Donc il faut être aussi conscient que, et ça c'est pas facile de faire ce deuil-là, mais qu'il y a certains sujets qui nous sont chers et que même si le projet est bien écrit, ça va pas forcément toucher d'autres personnes au point de s'impliquer dedans. Et donc d'où l'intérêt effectivement d'en avoir plusieurs, de pas s'enfermer non plus avec ces 2 projets phares. Et voilà, faut aussi avoir un espèce d'échantillon aussi sous le bras tout le temps. Et ça, c'est pas forcément... voilà, c'est des deuils qui sont plus difficiles à consentir. C'est encore plus vrai quand c'est des projets qu'on veut réaliser. Mais ça fait partie du jeu. On peut pas s'offrir ce luxe, en tout cas... De n'avoir qu'un projet personnel sous le bras. C'est ma vie, mon œuvre, ma bataille. Sinon, c'est vraiment s'exposer à beaucoup d'aigreur d'estomac et de dépression C'est clair. et de désillusion. D'accord. Et toi, Théo, alors, comment tu gardes la patate? Parce qu'il y a quand même des bons moments dans la réécriture. Hein. Il y a les mêmes moments qu'à l'écriture où quand tu brainstormes, tu trouves de nouvelles choses. Enfin, tu vois le film s'améliorer, donc déjà ça te fait plaisir. Et puis tu as des petits moments pépitos quand tu... C'est des petits moments pépitos. C'est joli, ça. C'est mon collègue. C'est des qui dit ça. granulats. Mon collègue dit souvent ça. Tu vois, ça c'est vraiment un petit moment pépito quand tu es sur la terrasse en train de boire une bière. Et qui sont, par exemple, tu dois trouver une scène pour régler un problème. Tu trouves la scène, puis tu te rends compte que la scène correspond avec tous les autres trucs que tu avais mis en place avant et qu'elle ne règle pas que ce problème-là, mais elle est en lien avec tout. Et là, tu te dis, ouais, putain, c'est génial. Alors que tu n'avais pas prévu ça à la base, mais tu te rends compte que ça rentre parfaitement dans les cases. Ça, c'est les meilleurs moments, je trouve, quand tu arrives à la fin de l'écriture aussi, de la conduite du film. Tu trouves des scènes qui répondent à tout et qui sont en lien avec tout. Et ça, c'est vachement agréable. Cool. Et ben voilà. Alors après ces bonnes paroles, passons à la chronique de Laura qui nous raconte en quelques minutes ses premiers pas dans ce monde étrange et fascinant des scénaristes. Alors, durant 2 mois, Laura était notre stagiaire et aujourd'hui elle a des choses à vous dire. Alors voici le premier épisode d'une série de 3 chroniques par Laura fucking Saulnier. Salut, donc moi c'est Laura, j'ai 24 ans et vous l'aurez compris, je suis stagiaire. Je sors d'une école de cinéma de province et je vais vous raconter un peu ma vie en ce moment. Vouloir être scénariste à 24 ans, c'est quoi ? Quand on a de grandes aspirations et 0 idée de comment s'y prendre, je pense qu'on passe par plusieurs phases. Pour moi, en tout cas, ça a d'abord été une longue période de flottement et de culpabilité. On sort de l'école et là, c'est le néant, on est livré à soi-même. On n'a pas vraiment d'angle d'attaque précis, enfin pour ma part, j'étais encore toute frêle. En gros, on est paumé, puis on a presque honte d'avoir fait 6 ans d'études pour faire du cinéma. Et puis surtout, on se sent un peu seul, on a peur des autres, des gens qui ont sauté le pas, qui sont actifs. Les vrais scénaristes qui gagnent leur vie avec tout ça et dont on se fait une idée lointaine. Donc on doute beaucoup, puis après tout, il est encore temps de se trouver un petit CDI peinard quelque part, dire merde à l'art, mais bon, on cherche un stage, comme pour les autres métiers, quand on a de la chance et qu'on peut être conventionné. Mais trouver un stage en écriture en France, c'est un peu comme trouver un sens à la politique actuelle. C'est dur et il faut vraiment bien chercher. Mais il faut pas se décourager, parce que dans l'avalanche quotidienne de propositions en production, se cache parfois une annonce pour du développement littéraire ou le Graal du scénario. Mais bon, ça reste hyper rare. Selon une définition du vaste web, un stagiaire, c'est une personne, donc un être humain, avec un cœur et un estomac.
certaines structures l'oublient parfois, qui veut apprendre ou se perfectionner dans un milieu approprié. Et des gens qui veulent apprendre, il y en a plein, parce que c'est classe de vivre de l'écriture. Mais les milieux appropriés, qu'est-ce que c'est ? Intégrer une série, idéalement une writer's room, c'est encore trop peu pratiqué en France, et puis sans piston, c'est un peu compliqué. Intégrer une société de prod, pour qui on peut écrire des fiches de lecture, ça c'est formateur, oui, mais surtout pour bien évaluer un scénario, connaître le marché, sinon, c'est à peu près tout. Donc c'est pas l'orgie, et les mois passent. Et puis un jour, on tombe sur une annonce d'assistanat vraiment cool. Je dis pas qu'il faut attendre qu'elle arrive d'elle-même, même si parfois c'est le cas, ça arrive. On peut aussi provoquer sa chance, essayer de contacter directement les personnes susceptibles d'avoir besoin de petites mains supplémentaires, même si, faut pas se mentir, s'adjoindre d'un assistant, c'est quand même bien plus tendance aux États-Unis qu'en France. Mais ne pas hésiter à parcourir les sites comme Unifrance et à passer beaucoup de coups de fil. Faut tenter, même si ça vous semble un peu vain et que vous vous sentez découragé. Car quand vous avez finalement la chance de travailler pour des gens expérimentés et bienveillants, tous vos a priori s'envolent. Votre perspective de l'avenir change. D'un coup, vous êtes stimulé, vous pouvez solidifier votre théorie, apprendre les tips, le jargon, les codes. Ces gens-là, ils vous poussent un peu plus vers le concret et on se sent plus proche du métier. Parce que le stagiaire, il oscille entre le rêve et la réalité du milieu. Il a entendu vastes spéculations. Moi, par exemple, l'image que je me faisais du scénariste avant, c'était le cliché du mec ou de la meuf qui vit dans une petite bicoque au fond d'une forêt, un peu enragé, potentiellement alcoolique et qui écrit dans une espèce de transe avec les cheveux sales et puis tout est bourriffé. J'exagère un peu, mais un ermite quoi. Maintenant, j'en ai une image beaucoup plus réaliste. J'ai l'impression que c'est un milieu de gens sympas, beaucoup de social, beaucoup de collectivité malgré tout. Et je sors d'un cursus où on oublie un peu les aspirants scénaristes et c'est peut-être assez représentatif de ce qui se passe en France. Et c'est déplorable, ce manque de possibilités de stage, parce qu'il y a beaucoup à gagner à côtoyer des gens qui ont pris ce risque qui nous fait tant peur à nous, les noobs, et qui vivent de leur passion, de voir que c'est cool d'en chier quand même. Donc cette courte chronique s'adresse à toi, futur samouraï de la plume, et aussi à ceux qui sont en mesure de t'apprendre. À toi qui dois faire face aux doutes de tes parents à chaque repas de famille, qui maîtrise l'art de la procrastination, qui pense être pourvu ou dépourvu de talent, qui a peur de se professionnaliser et surtout pour qui les droits d'auteur, les contrats, la mutuelle, la fiscalité ne sont que de vastes concepts lointains, brumeux et super chiants. Tu n'es pas seul. Beaucoup d'ouvrages existent, beaucoup de gens cool existent, autodidactes ou bien diplômés, jeunes ou moins jeunes, qui galèrent ou qui ont galéré. Donc sors de ta bicoque, parle-leur, crée des binômes, des trinômes, des quatuors, on s'en fout. Montre-toi et sois l'être social que tu peux être. L'heure est au collectif. Merci Laura pour cette chronique. Merci Laura pour cette chronique. La suite au prochain épisode et la troisième partie, celui d'après. Et merci à vous qui nous écoutez. De plus en plus nombreux, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça par mail à podcast@adrienemathieu.fr. Sur Twitter aussi. Sur Twitter, faites-nous coucou, dites-nous qui vous êtes, on aime bien savoir. Ouais. Et merci, si vous aimez ce podcast, de nous laisser une étoile, 5 étoiles. 5 étoiles, non, s'il vous plaît. oubliez ça, 5 étoiles. Sur Sur iTunes, sur Apple Podcast et partout, vous écoutez ces podcasts. Ce sera surtout sur iTunes, je pense. Peut-être pas, hein. Dites-nous où vous les écoutez, hein, ça nous intéresse aussi. Et voilà, et en attendant, on vous dit au mois prochain. Voilà, merci encore à nos 3 invités qui sont venus nous parler aujourd'hui de réécriture. Et merci à Nathalie, Théo Et Mathieu. Voilà. Et une prochaine. Salut. Une prochaine. Salut. Salut, merci. Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir. Nous laissez un tip sur le site tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1 €, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.